Alors voilà, 19h01, on va commencer. Donc, bienvenue aux personnes qui sont présentes pour notre conférence de ce soir. Donc, c'est une conférence qui est sélectionnée par les gens qui siègent sur le comité de parents du Centre de services scolaires de l'Estuaire. Donc, il y a des professionnels des services éducatifs du Centre de services scolaires qui proposent des sujets d'atelier, puis les parents qui sont membres du comité de parents choisissent des sujets qui sont proposés. Puis là, ce sujet-là a été retenu au sujet des jeux vidéo. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez cette invitation pour pouvoir en apprendre un peu plus sur le sujet. Donc, on va parler aujourd'hui des bonnes habitudes de jeux vidéo, plus principalement. Donc, on va commencer par se présenter. Donc, il y aura moi et Gauthier qui vont vous adresser la parole aujourd'hui. Donc, je vais commencer par me présenter. Je me prénomme Marc-André, Bouliane Roussel, là, si vous voulez l'avoir au complet. Je travaille au Centre de services scolaires de l'Estuaire depuis 2005 environ, oui. Présentement, j'occupe le rôle de conseiller pédagogique. Donc, en fait, je suis un ancien enseignant. J'ai enseigné durant plusieurs années. Puis ensuite, on m'a offert le rôle de conseiller pédagogique, où là, je suis encore un enseignant, mais qui se promène dans différentes écoles pour supporter les enseignants, les directions d'école, pour faire des choix pédagogiques, pour améliorer leur pratique, leur façon de travailler, essayer de voir si dans la recherche ou dans les universités, il n'y a pas des nouvelles façons qui ont été découvertes pour enseigner mieux, enseigner plus facilement, pour que les élèves apprennent mieux. Donc, c'est un peu ça mon rôle, c'est de pouvoir conseiller, supporter les écoles de mon centre de service pour essayer d'améliorer leur pratique. Gauthier, tu peux te présenter? Donc, bonjour à vous tous. Alors, moi, je m'appelle Gauthier Cousin. Mon prénom, c'est bien Gauthier. Je le précise parce que notre ami au Québec, je me fais souvent dire. Donc, moi, je suis AFSEC, donc animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire pour les 2 polyvalentes au secondaire à Bécomo. Il y a un autre AFSEC primaire secondaire qui est Christian Guaroux du côté de Bergeron, Forestville. Puis, il y a une autre AFSEC, Karine Delille, qui est au primaire du côté de Bécomo et des alentours. Donc, moi, j'ai un passé d'intervenant psychosocial. J'ai travaillé en centre de crise. J'ai travaillé à Omed Manicouagan, pour ceux qui connaissent, à Bécomo. Avant d'arriver animateur de vie spirituelle depuis 8 ans maintenant. Moi, mon rôle dans les écoles, c'est surtout que les jeunes apprennent autrement. Donc, il y a le côté pédagogique, mais moi, je vais faire des projets pour que les jeunes apprennent sur eux-mêmes, s'expérimentent, puis apprennent qu'on appelle les compétences transversales, des compétences émotionnelles, des compétences relationnelles, sociales. Donc, ça passe par des projets comme, par exemple, des gouvernements étudiants, par exemple, des récoltes de denrées. J'ai déjà fait une cuisine, j'ai fait toutes sortes de projets comme ça, que les jeunes puissent apprendre. Et j'ai aussi un volet intervenant en prévention des dépendances. Donc, je donne des ateliers allant de secondaire 1 à 5. Je suis aussi sur toutes les équipes multi des écoles primaires au niveau de la transition primaire-secondaire. Donc, je touche à beaucoup de choses. Je fais aussi depuis l'année dernière du parascolaire jeux vidéo dans les 2 polyvalentes de Bécomo. Donc, c'est aussi pour ça que je voulais m'impliquer dans cette présentation-là avec Marc-André. Parfait. Alors maintenant, on aimerait que les participants puissent se présenter. On ne fera pas un tour de table pour que vous puissiez nous dire votre rôle et tout ça, mais on va plutôt le faire sous forme de sondage. Donc, je vais lancer quelques petites questions dans Teams que vous allez pouvoir répondre pour nous donner un petit peu d'informations et qu'on soit capable d'avoir des exemples qui vont ressembler un peu plus à ce qui vous rejoint. Là. Fait qu'on va demander des choses comme dans quels âges se situent vos enfants, à quel jeu ils jouent, est-ce que vous le savez, quelle est votre relation avec les jeux vidéo, puis encore, est-ce que vous-même vous jouez à des jeux vidéo? Donc, je vais commencer à lancer les questions. Les questions vont apparaître directement à votre appareil, donc vous allez pouvoir y répondre. Donc, la première question que je lance, c'est quel âge a votre jeune? Donc, vous pouvez cocher plus d'une réponse si vous avez plus qu'un enfant.
Donc, j'ai mis des tranches d'âge, en fait. Donc, si vous avez des enfants de moins de 6 ans, vous pouvez cocher le moins de 6 ans. Vous avez 6 à 12, ensuite 13 à 17, et peut-être que vous avez aussi des jeunes de 18 ans et plus. Donc, il vous suffit de cocher la case et de l'envoyer. C'est supposé d'apparaître où? Si vous ne le voyez pas dans le clavardage, normalement, vous devriez avoir un bouton. Est-ce que vous êtes sur téléphone, tablette, ordinateur? Tablette. OK, tablette. Normalement, vous devriez avoir un petit bouton d'application proche de lever la main, clavardage, caméra et micro. Ah, OK, trouvé. Parfait. Donc, je vais envoyer une seconde question, c'est-à-dire à quel jeu vos enfants jouent. Donc, cette fois-là, vous allez avoir une réponse entrée, là. Donc, vous devrez formuler du texte. Puis vous êtes en mesure de répondre plus d'une fois. Donc, il y a une majorité de personnes qui ont des 6 à 12 ans. Ah, oui? Je ne vous ai pas entendu, Mme Xenia. On va voir si ça remporte, je pense. Il y a un message d'erreur, donc j'ai essayé d'envoyer le 13 à 17 ans. Je ne sais pas si vous l'avez reçu. OK. Je ne sais pas combien de réponses j'ai dans 13 à 17 ans. Je pense que j'en ai deux. C'est peut-être la mienne, la vôtre. J'ai répondu moi aussi. Donc, on voit Mario, Zelda, Minecraft, Fortnite. Donc, il y a des réponses qui s'affichent. Hogwarts Legacy. Donc, j'envoie une troisième question qui est: quelle est votre relation avec les jeux vidéo? Donc, vous avez de 1 trophée à 5 trophées. Donc, un trophée étant c'est un cauchemar, c'est une bataille, c'est un combat quotidien, vous vous inquiétez pour votre enfant. 5, c'est un charme, c'est facile, tout va bien. Donc, vous devriez pouvoir voir les questions dans le clavardage ou encore dans l'outil de sondage qui est présent dans votre barre d'outils. Avec lever la main, clavardage et tout ça, vous devriez aussi retrouver le bouton qui s'appelle sondage ou peut-être pause. Ça dépend là, si il a été traduit ou non. Là. Moi, à l'ordinateur, je le vois comme étant pause, comme étant sondage. Et je vous envoie la dernière question. Donc, est-ce que vous jouez à des jeux vidéo? Fait qu'on voit quand même qu'en majorité, ça va bien. Les jeux qu'on voit surtout, Wii Sport, Minecraft, Fortnite, Roblox. Ouais, Fortnite, assez populaire. Je vous laisse continuer de répondre. On a des oui et des non. En majorité, oui pour l'instant. 57% oui, 43% non. Donc, les sondages restent actifs. Vous allez pouvoir y répondre si ce n'est pas fait encore. Mais on voit qu'on a des gens qui ont des enfants de moins de 6 ans, puis ça va jusqu'à 17 ans possiblement. Donc, on va essayer de faire des exemples, là, puis d'essayer de toucher un peu à les réalités de tout le monde là, dans nos exemples. Donc, le plan de notre conférence aujourd'hui, on va parler de tous ces sujets-là.
Donc, on va regarder rapidement l'histoire des jeux vidéo pour aider à comprendre un peu d'où ça vient, puis quels changements sont apparus dans les jeux vidéo qui font que où on en est maintenant. Donc, on va faire une petite historique. Ensuite, on va parler des différents types de jeux vidéo qui existent. Ensuite, on va parler des métiers qui sont reliés aux jeux vidéo. On va parler des bienfaits des jeux vidéo, mais on va aussi aborder les risques. Puis, on va donner des stratégies sur comment accompagner les enfants dans l'utilisation des jeux vidéo. Puis, à la fin, on va laisser une place pour les questions. S'il y a des interventions que vous voulez faire, s'il y a des choses qui ne sont pas répondues, on va essayer de vous répondre à la fin. Donc, allons-y sans plus tarder avec l'histoire des jeux vidéo. Donc, les jeux vidéo ont commencé à être inventés vers les années 1950. C'était réservé principalement aux universitaires, les gens qui avaient accès à des ordinateurs dans ce temps-là, des ordinateurs très puissants, qui étaient capables de calculer tout plein de choses. Et ils se sont mis à être capables de faire afficher du contenu sur un écran. C'est une espèce de petit écran rond. Puis le premier jeu, avant même Pong, qu'on connaît, qu'on trouve qui est pas mal un des premiers jeux, c'était une espèce de jeu de tennis avec un petit filet au milieu puis une balle qui faisait comme juste rebondir d'un bout de l'écran à l'autre comme ça puis qui passait par-dessus le filet. Okay? Fait que c'était ça, là, les premiers balbutiements de la création des jeux vidéo. Un peu plus tard, dans les alentours des années 1970, la compagnie Atari a créé la première machine d'arcade. Donc, les arcades sont devenues populaires dans les années 1970, mais ce qui permettait, c'était de pouvoir jouer, mais il fallait payer à chaque fois qu'on jouait. Okay? Donc, il fallait soit donner un 25 sous, un 10 sous, un dollar, peu importe. Donc, à chaque utilisation, il fallait payer. Mais il fallait aussi se déplacer pour aller dans les jeux d'arcade. Donc, ce n'était pas des choses qu'on était encore capable de faire à la maison. Il y a eu une très grosse augmentation de la popularité dans le début des années 1980, principalement avec la naissance du jeu Pac-Man. Mais avant, dans les années 70, c'était d'autres jeux là, comme des affaires de vaisseaux spatials puis d'extraterrestres, des Galaxy Invader, puis ce genre de jeux-là là, qui étaient très, très populaires donc, dans les machines d'arcade. Après ça, on avance un petit peu dans les années 1980, puis c'est là où aussi Atari a commencé à lancer sa première console de jeux vidéo. Puis il y a eu aussi vers la fin des années 80 le lancement de la fameuse Nintendo, le NES, le Nintendo Entertainment System, qui a été inventé. Puis ça, ce que ça a fait, c'est que les jeux vidéo étaient maintenant accessibles directement dans les maisons des gens. Donc ça a vraiment été une avancée parce qu'au lieu de sortir pour aller jouer puis de devoir payer à chaque fois, on payait une fois, on avait accès à une console de jeu. Après ça, on pouvait s'acheter des jeux, puis on pouvait jouer à répétition autant de fois qu'on voulait sans avoir à repayer nécessairement à chaque fois. Puis l'intérêt aussi, c'était que c'était dans les maisons, donc on n'a pas besoin de sortir, on branchait ça à la télévision et on était capable d'interagir avec la télévision. C'est un peu comme ça que ça a été vendu. Ça rendait la télévision dynamique et réagissait à des choses qu'on faisait. C'était wow pour le temps. Après ça, on avance un petit peu vers les années 1990. Là, on a perfectionné un peu les ordinateurs. On a rendu les ordinateurs accessibles aux maisons beaucoup plus. C'était plus facile d'avoir des ordinateurs. Il y a eu les systèmes d'exploitation. Il y a eu les jeux vidéo qui étaient accessibles plus facilement sur les ordinateurs. Et aussi est arrivé Internet. Donc, Internet a ouvert des possibilités qui n'étaient pas tant possibles de faire avant, comme d'avoir accès à une communauté de joueurs, puis être capable d'avoir des joueurs avec nous, pas avec nous physiquement, mais de pouvoir rejoindre d'autres joueurs, chose qui était plus difficile avec la Nintendo, exemple. Puis il y avait de la place pour 2 manettes. Hein? Fait qu'un coup que tu avais invité un ami, les autres pouvaient comme juste regarder. Hein? C'était comme plus dur de pouvoir participer. Après ça, ils ont fait d'autres consoles de jeux où il y avait de la place pour 4 utilisateurs, mais ça reste qu'il fallait que tu invites des amis, il fallait que ça leur tente de jouer à ça. Mais là, avec les jeux sur Internet, c'était facile de trouver du monde de n'importe où sur la planète qui a envie de jouer avec toi. Un petit peu plus facile de rejoindre des joueurs. Après ça, on avance un petit peu plus longtemps et on se rend vers les années 2010. Donc, principalement 2010, c'est l'invention du iPad. Okay? Donc, 2007, on recule un petit peu pour les téléphones, mais dans ce temps-là, ça ne servait pas tant pour jouer. C'était vraiment surtout, quand ils ont inventé l'iPhone, c'était surtout pour téléphoner, quelques applications fonctionnelles, mais les jeux ont vraiment
sont arrivés un petit peu plus tard. Puis en 2010, on est vraiment dans le coin des appareils mobiles pour jouer à des jeux vidéo. Donc, les téléphones intelligents, les tablettes, tout ça est arrivé un peu dans ces années-là. Et ça, le gros changement qu'il y a eu par rapport à ça, ça a été principalement, disons, l'ère des dérangements. Parce que là, il fallait pas, normalement, il fallait aller sur l'ordinateur, se connecter pour jouer à un jeu. Mais là, avec les téléphones, les tablettes, c'est le jeu qui vient nous chercher avec des notifications du genre tu as un coffre qui vient de se débarrer, viens l'ouvrir, puis il fait en débarrer un autre. Ou encore, ça fait longtemps que tu es venu dans mon jeu, alors viens. Ou oh, une personne a attaqué ton château, vite, viens le défendre. Donc là, on est comme arrivé dans une autre ère au niveau des jeux vidéo parce que les jeux venaient nous chercher plutôt que nous, on devait aller vers les jeux. Donc là, on a une petite nouveauté ici, un petit quelque chose de spécial. Et là, si on se rapporte vraiment plus à maintenant, on a aussi des gros changements dans le sens où c'est vraiment populaire là, d'avoir un setup d'ordinateur avec chaise, avec des écrans. Et dans le monde du streaming aussi, c'est-à-dire de l'enregistrement en continu de personnes qui sont en train de jouer à des jeux vidéo, puis qui se présentent sur Internet, puis les enfants, les jeunes, les adultes, ils regardent des gens qui jouent à des jeux vidéo. Il y a des compétitions de jeux vidéo partout dans le monde. C'est extrêmement populaire. Les professionnels de jeux vidéo gagnent beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'influence aussi. Donc, on est vraiment dans une ère vraiment différente de ce qu'on peut voir il y a environ 70 ans. Okay? Donc, c'est un peu ça que je voulais vous présenter pour qu'on ait en tête là, tous ces changements-là, toutes les transformations qui ont été vécues du temps où nous, on a joué quand on était jeunes, pour ceux qui étaient joueurs. Là, je vois qu'il y en avait quand même quelques-uns. Ouais, on est quand même plusieurs personnes qui ont répondu qui jouaient. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous présenter. Maintenant, on va regarder un petit peu les types de jeux vidéo. Au niveau des types de jeux vidéo, on peut les voir sous une première forme selon la plateforme sur laquelle on peut y jouer. Okay? Donc, il existe les jeux de console. Les jeux de console, en fait, c'est juste un appareil qu'il faut brancher à une télévision, puis qu'on peut utiliser différents, soit des disques, des cassettes ou encore du téléchargement pour pouvoir avoir accès à différents jeux. J'ai mis plusieurs compagnies là-dedans, plusieurs exemples. Donc, on a PlayStation, ils sont rendus à la PlayStation 5 présentement. La 4 est encore assez utilisée. 1, 2, 3, un petit peu moins. Là, on les voit vraiment plus comme étant des jeux rétro là, ou des vieux jeux. La Xbox, qui est encore une console de jeu qui est beaucoup utilisée. La Switch, qui est présentement disons, la console de jeu de Nintendo qui est la plus utilisée. La Wii, la Wii U sont encore utilisées, mais c'est vraiment surtout la Switch là, qui prend la place présentement. Son intérêt, c'est que non seulement c'est une console, c'est aussi une console portable. Donc, elle peut jouer de façon autonome. Elle n'a pas besoin d'être branchée vraiment sur un dispositif pour pouvoir y jouer. Il y a ça comme intérêt là, au niveau de la Switch. C'est une console de jeu, mais portable. On a aussi d'autres inventions qu'il y a eu dernièrement, comme le Steam Deck, qui est une console de jeu portable qu'on peut utiliser pour jouer aux jeux qu'on a achetés sur Steam. Steam était originalement une plateforme où on peut acheter des jeux à l'ordinateur, puis on fait le Steam Deck qui fait que les gens peuvent jouer sur la console à leur jeu d'ordinateur. Donc, c'est une petite console qui s'est ajoutée. J'ai mis aussi la MetaQuest, qui est un casque de réalité virtuelle sur lequel on peut acheter tout plein de jeux, tout plein d'applications. Donc, on le considère comme étant une console de jeu parce que c'est une console de jeu portable. Elle est autonome, elle fonctionne par elle-même. Elle n'a pas besoin d'être branchée à un ordinateur. Puis, on a accès à différents jeux pour se divertir. On a aussi les jeux de la catégorie mobile, donc des jeux exemple d'Apple ou des jeux d'Android où on peut télécharger différents jeux, des jeux gratuits, des jeux payants, des jeux avec des achats intégrés. Donc, il y a ça qui est possible d'avoir comme jeu. Puis, on a aussi les jeux d'ordinateur. Donc, les jeux d'ordinateur, il faut se les procurer, il faut les acheter. On peut les acheter dans différentes boutiques, mais
Il y a certains services de jeux où on peut s'abonner ou sur lesquels on peut acheter des jeux. Exemple, Steam ou la Microsoft Game Pass. Donc, la Microsoft Game Pass, ça, c'est une collection de jeux. Donc, il suffit de s'abonner, il faut payer par mois, puis on a accès à, je sais pas, 600, 700 jeux environ. Donc, c'est un peu comme une location. Là. On clique, on joue au jeu. Si on le veut plus, on le range, on en prend un autre. Donc, il y a EA Games aussi, Electronic Arts, là, qui a sa propre bibliothèque de jeux, ou encore Uplay Plus de Ubisoft, là, où on peut soit acheter des jeux, ou soit louer une collection de jeux, puis y jouer. Mais lorsqu'on arrête l'abonnement, ben là, on les a. Donc, petite question aussi pour les participants. J'aimerais savoir, vous, est-ce que vous savez sur quelle plateforme jouent principalement vos jeunes? Est-ce que c'est sur une console, un ordinateur, les appareils mobiles? J'ai mis autre des fois que ça soit le cas. Vous pouvez cocher plusieurs réponses si jamais c'est le cas dans votre domicile. Donc, on a beaucoup de consoles, surtout mobiles. De ce que je vois, on a un 40% console, un 35% mobile, 24% ordinateur, donc un petit peu moins populaire chez vous au niveau de l'ordinateur. Maintenant, au niveau des types de jeux, on parle aussi des catégories de jeux. Okay? Donc, les jeux peuvent être organisés dans différentes catégories, puis de les savoir, ça vaut quand même la peine parce que ils ne jouent pas tous le même nombre de temps. Il y a des jeux qu'on peut mettre sur pause, il y a des jeux qu'on ne peut pas mettre sur pause, il y a des jeux qu'on peut sauvegarder n'importe quand, quitter n'importe quand. Il y a des jeux qu'il faut attendre à certains moments pour enregistrer puis être sûr de ne pas perdre la progression dans le jeu. Donc, d'être au fait un peu de tout ça, ça peut valoir la peine pour éviter un peu de conflit ou de chicane à la maison. Donc, une des catégories qu'il y a, c'est les jeux de rôle. Donc, exemple Diablo, Elden Ring, Zelda. Donc, certains de ces jeux, on peut quitter n'importe quand. Exemple Zelda, c'est facile de comme juste faire une sauvegarde puis quitter, ou il y a des sauvegardes régulières qui se font qu'à un moment donné, on veut arrêter, ben on arrête, puis on n'a pas vraiment une progression qui est perdue. Donc, au niveau du jeu de rôle, c'est pas mal le genre de jeu qu'on peut presque quitter n'importe quand, sauf si on est dans les catégories qui sont vraiment plus multijoueurs en ligne massifs. Là. Par exemple, Diablo ou Elden Ring aussi, là, qui est un peu World of Warcraft. Là. Ensuite, on a des jeux de tir à la première personne. Donc ça, c'est lorsque le joueur est en contrôle d'un personnage, puis il voit à la place du personnage, souvent il y a une arme dans les mains, là, vu que c'est tir à la première personne, puis le but, c'est de faire différentes missions. Ces missions-là, dépendamment des jeux, ça peut être des missions solo, ça peut être des missions aussi en équipe. Okay? Quand on parle, exemple, de Call of Duty, ou qu'on va vers Valorant, ou qu'on va vers Apex, ou Counter-Strike, c'est vraiment des jeux d'équipe. Donc, votre enfant fait partie d'une équipe, puis il y a une mission à faire, et il joue contre d'autres joueurs qui, eux aussi, ont une mission qui est souvent de contrecarrer la mission de la première équipe. Puis, ils jouent ensemble sur le même terrain et sur la même carte, disons, et le même lieu. Puis, ils doivent interagir ensemble, éliminer l'adversaire, réussir la mission et tout ça. Donc ça, c'est le genre de jeu où si une personne quitte, ben, ça laisse l'équipe à 4 personnes contre 5 personnes. Fait que ça devient comme injuste. Puis ça pourrait effectivement être très frustrant, autant pour les autres joueurs que pour le joueur qu'on demande d'arrêter, de quitter, ou qu'on débranche le fil là, pour déconnecter soit Internet ou débrancher la console de la télévision. C'est le genre de jeu là, qui pourrait causer des conflits entre parents et enfants. Il y a les jeux de sport qui, eux aussi, soit on joue solo, soit on joue aussi en équipe avec des personnes contre d'autres personnes. On peut jouer en équipe contre l'intelligence artificielle, exemple. C'est des choses qui sont possibles.
Il y a des jeux de stratégie à temps réel, ça qui est presque exclusivement toujours un joueur contre un autre joueur. Des fois, c'est seul contre un autre. Des fois, c'est deux joueurs en équipe contre deux autres joueurs. C'est vraiment dépendant du jeu. Si on pense, exemple, à Clash Royale, c'est majoritairement une personne contre un autre joueur. C'est des jeux qui durent 3 à 5 minutes, dépendamment. Là, chaque partie, ça dure environ 3 à 5 minutes. Le but, c'est d'aller briser les tours de l'adversaire en face, utiliser des cartes et beaucoup de stratégies pour réussir notre objectif qui est de vaincre l'adversaire. C'est des jeux qui ne sont pas très longs, ceux-là. C'est des jeux qui sont principalement sur mobile. Donc, plus difficile à arrêter, effectivement, parce qu'on est en train de combattre un adversaire, mais en même temps, c'est à juger. Mais ce n'est pas des parties qui sont très longues, donc si jamais votre enfant joue à ça, c'est facile de lui dire « termine ta partie », puis ensuite viens souper. On a des jeux du type Battle Royale. Donc, si vous ne connaissez pas les jeux de type Battle Royale, ça, en gros, c'est qu'on rejoint environ une centaine de joueurs pour la plupart. Là, en moyenne, c'est pas mal tout le temps ça. Il y a 100 personnes qui se connectent à une partie. On les lance dans une arène, comme Fortnite, c'est ça. Là, on les lance sur une carte avec tout plein de lieux, des cachettes, des trésors. Donc, c'est un jeu d'élimination. Donc, les 100 personnes commencent en même temps. Puis, lorsqu'on tue un joueur, ben, ce joueur-là est éliminé de la partie. Il en reste 99. Puis, on continue jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Même chose pour Fall Guys. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un jeu d'élimination aussi où on a des parcours, où il y a des trous qui s'ouvrent en dessous de nous. Il faut essayer de... C'est un peu comme un jeu de plateforme à la Mario, là, où on doit sauter de place en place, éviter des obstacles. Des fois, il y a même des choses là, qui viennent, des barreaux qui viennent nous faire tomber. Puis, ben, si on tombe, on est éliminé. Le but, c'est de se rendre le plus loin possible et d'être le dernier joueur, le conquérant de ces différentes parties. Ça, c'est le Battle Royale. Ces jeux-là, c'est comme une surprise. Hein? Ça peut durer 10 secondes, puis ça peut durer 30 minutes. Ça dépend jusqu'où on se rend dans la partie. Ces jeux-là sont quand même compliqués à prédire pour dire à notre enfant, après cette partie-là, ou dans 15 minutes, ou dans 10 minutes, on s'en va. Donc, alors, c'est pas le genre de jeu qu'on peut jouer nécessairement la dernière minute parce qu'on ne sait pas quand ça va se terminer. Okay. Au niveau de l'arène de bataille, ça, c'est un peu différent. C'est encore vraiment un champ de bataille où les gens vont jouer ensemble, mais souvent, c'est des plus petites équipes. C'est du jeu collaboratif, 5 contre 5 pour la plupart. Donc, au moins les deux exemples que j'ai donnés, League of Legends puis Dota 2, ces jeux-là sont beaucoup en 5 contre 5. Ensuite, on a les jeux de plateforme qui sont des jeux quand même assez anciens, mais qui sont encore très populaires maintenant. Donc, toute la suite de jeux de Mario Bros, ce sont des jeux de plateforme, Cuphead aussi, Geometry Dash, qui est assez populaire aussi, où les jeunes ont une espèce de figure géométrique qui doivent faire sauter par-dessus des piquants, par-dessus des crevasses et tout ça pour essayer de se rendre à la fin. Un jeu là, très rapide, tout se passe très vite, il faut vraiment... Tout ce qu'on a à faire, c'est sauter, mais il faut le faire au bon moment là, pour éviter tous les obstacles. Ensuite, on a les jeux de casse-tête. Donc, les jeux de casse-tête sont des jeux qui demandent un peu plus de réflexion. On a le très populaire Candy Crush, qui est un jeu de tablette de type casse-tête, qui est très populaire, où on doit essayer de réussir avec la stratégie et la logique de terminer le niveau. Même chose pour des jeux comme Portal ou comme Human Fall Flat ou encore des jeux comme The Room sont des jeux de casse-tête. Ça, la plupart du temps, c'est des jeux qu'on peut arrêter relativement n'importe quand. Peut-être pas Candy Crush parce que lui, on s'entend qu'on dépense de l'énergie pour pouvoir participer au jeu puis réussir à faire le jeu. Si on ne le réussit pas, il faut le refaire. Ça nous coûte encore de l'énergie. Puis, si on veut avoir de l'énergie, ben, il faut attendre ou encore, il faut l'acheter avec de la vraie argent, de l'argent des jeux. Donc, c'est des choses qui sont à savoir aussi. Ensuite, on a les jeux de simulation. Donc, des jeux de simulation, c'est souvent des jeux qui ressemblent un peu à la vraie vie, qui demandent, là, exemple, du temps puis des ressources pour pouvoir construire quelque chose, de l'argent pour pouvoir, exemple, dans Sims, là, on reproduit une maison. Donc, il faut s'acheter du mobilier, il faut s'acheter de l'équipement, il faut nourrir notre personne, il faut
il faut lui la faire se laver. Donc, on a vraiment des jeux de ce genre-là, de type simulation. Puis, on a aussi des jeux du style carré de sable. Donc, les jeux de style carré de sable, ça, c'est des jeux vraiment d'aventure où tout est possible. On peut défaire le terrain, en refaire d'autres. Presque tout se brise dans le jeu et presque tout peut être construit à partir des matériaux qu'on a récupérés, qu'on a ramassés. Donc, on peut créer quelque chose de toute pièce à partir des matériaux qu'on a récoltés là, à l'intérieur du jeu. Okay? Donc, Minecraft, Terraria, Samson, GTA V aussi, c'est un genre de jeu style carré de sable. J'ai mis Roblox à l'extérieur de toutes les catégories de jeux parce que Roblox est un jeu pas mal spécial en soi. Parce que Roblox, en réalité, c'est une collection de jeux. C'est une plateforme qui a été préparée pour que les gens, n'importe qui, est capable d'utiliser le langage de programmation de Roblox pour créer un jeu et le rendre disponible à tous les autres joueurs. Donc, ça peut être n'importe quoi. Là. Il y a des jeux de défense de base. Donc, il y a des ennemis qui s'approchent. On met des petites tourelles, puis les tourelles détruisent les ennemis qui essaient de s'approcher de notre base, puis il ne faut pas qu'ils viennent toucher à notre base. Il y a ce genre de jeu-là. Il y a des jeux de tir à la première personne. Il y a des jeux de rôle. Il y a comme un peu tout. Roblox, en fait, là, ça peut être n'importe quel type de jeu. C'est pour ça que je l'ai laissé comme ça. Je l'ai mis tout ça dans cette catégorie. Ensuite, là, on tombe dans les stratégies de marketing. Okay? Donc, ça, c'est les façons que les jeux, les créateurs de jeux font pour faire de l'argent. Okay? Fait que ça aussi, c'est important de connaître toutes ces différentes petites spécificités-là. Donc, une des choses qui est possible de faire pour se procurer des jeux, c'est de s'abonner. Okay? Donc, l'abonnement permet une location mensuelle ou parfois même annuelle d'une collection de jeux. Par exemple, sur Switch, on peut s'abonner à Switch. Puis, on a accès à différents jeux de Nintendo, de NES et de Super Nintendo aussi. Donc, on a accès à une collection de jeux comme ça. Même chose pour Xbox. On a accès à la Game Pass qui s'appelle, qui nous permet de s'abonner puis d'avoir accès à beaucoup de jeux. Donc, il y a ça qui est possible. Fait que ça, c'est un abonnement, c'est-à-dire qu'à chaque mois, il s'est prélevé dans un compte. Donc, il faut avoir mis une carte de crédit ou il faut alimenter le compte là, pour éviter qu'il soit en souffrance puis qu'on n'ait pas accès à notre banque de jeux pour un mois. Une autre façon de se procurer des jeux, c'est de faire des achats numériques ou encore d'acheter du contenu téléchargeable. Donc, on peut aller sur une boutique en ligne, exemple, ça peut être des magasins comme Best Buy, Walmart et tout ça. On peut acheter des clés de logiciels. On peut acheter aussi des logiciels en CD, là, ça existe encore. C'est encore possible de se procurer des jeux de ce type-là. Puis on peut aussi s'acheter des jeux dans une boutique comme Steam, exemple. Donc, Steam, c'est une boutique de jeux où les producteurs de jeux vidéo les mettent dans la boutique de Steam, puis les joueurs peuvent aller se les procurer là-dessus. Tu sais, il faut quand même faire attention un peu dans l'investissement qu'on fait parce qu'il faut se dire qu'on n'aura aucun retour de ça. Tous les achats numériques qu'on fait, c'est des achats sans revente. On ne pourrait pas aller revendre notre jeu par la suite. Disons qu'on a acheté un jeu qui coûtait 80 $ puis qu'on ne veut plus y jouer, bien, on ne sera pas capable de le revendre pour 50 $. Le jeu il est associé au compte, puis ça s'arrête là. Il faut comme être prudent, puis il faut savoir les investissements qu'on fait au niveau des jeux vidéo parce que les achats numériques, le contenu téléchargeable, c'est des choses qui sont sans revente. Donc, ça arrive que les jeux sont incomplets aussi, puis qu'on doit aller vers le contenu téléchargeable pour pouvoir compléter le jeu. Donc, d'autres stratégies de marketing. Il y a certains jeux aussi qui ont un fonctionnement avec des passes de saison. Okay? Fortnite, c'en est un bon exemple pour ça, passe de saison. Donc, en gros, c'est une façon de récompenser les joueurs qui jouent régulièrement. Une saison peut durer peut-être 2 mois, peut-être 3 mois. Ça dépend toujours du jeu. Et il y a comme une ligne de niveau de la passe de jeu. Là. Fait qu'on commence à niveau 1, puis il y a peut-être 100 niveaux sur la passe de jeu. Puis à chaque niveau, on a une petite récompense. Là. Ça peut être des choses comme des cosmétiques pour les personnages. Exemple, un nouveau chapeau, des gants spéciaux, une nouvelle arme. Des fois, ça peut être des étiquettes, ça peut être un nom. C'est différentes récompenses. Puis, les passes de saison ont pas mal toujours 2 niveaux. Ils ont un niveau gratuit, c'est-à-dire que lorsqu'on joue sans payer, on reçoit une récompense peut-être au niveau 1.
puis après ça, une au niveau 5, puis une au niveau 10. Puis c'est des récompenses qui sont intéressantes, là, mais ce n'est pas les plus belles récompenses. Les plus belles récompenses sont dans la partie de passe de saison premium, bien sûr. Donc, dans la partie où on doit payer. Okay? Puis là, payer, bon, ça peut dépendre du jeu. Il y en a que ça peut être de 5 à peut-être 20 $ par saison qu'on a à payer pour pouvoir avoir accès aux récompenses de saison qui sont les plus intéressantes. Là. Donc, des plus beaux cosmétiques pour les armes, des plus beaux chapeaux. Donc, on peut avoir accès à différentes choses comme ça. Il faut se dire que si on veut des passes de saison, ben, c'est peut-être aux 2 mois ou aux 3 mois qu'on va payer un 20 $, un 15 $ pour pouvoir avoir accès à ces différentes récompenses-là. Okay? C'est des choses qui ne sont pas nécessairement essentielles dans le jeu. C'est souvent des éléments qui sont décoratifs, qui ne permettent pas nécessairement de jouer plus, mais ça reste que c'est très attirant et c'est voulu. On a aussi la plupart des jeux qui ont des monnaies payantes dans le jeu. Exemple, les V-Bucks, ça c'est dans Fortnite. On a des diamants dans plein de jeux ou encore des Robux dans Roblox. On peut s'acheter des Robux pour avoir accès à des nouveaux affaires pour jouer au jeu. Là. Des fois, c'est pour accélérer le jeu. Disons qu'on joue à un jeu sur tablette puis qu'on a une bâtisse. On a tous les matériaux pour construire la bâtisse. Et là, on met la bâtisse à construire, puis ça dure 28 heures. Et là, on ne veut pas attendre 28 heures, donc on peut payer avec des diamants, des cristaux, quelque chose comme ça pour pouvoir faire avancer plus rapidement le jeu. Donc, les cosmétiques, je l'ai abordé un petit peu. Donc, la plupart des jeux ont ça, des petits éléments de cosmétiques qui permettent de personnaliser les personnages. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très attirant aussi, très intéressant. Puis, on a les niveaux de mode de jeu. Parce qu'il y a aussi différents modes de jeu qu'on peut jouer pour la plupart des jeux qui sont compétitifs. Donc, on peut jouer compétitif ou on peut jouer décontracté. Donc, lorsqu'on joue décontracté, il n'y a comme pas de conséquences à ça. Mais lorsqu'on joue compétitif, la plupart du temps, dans les jeux, on nous offre un rang. Donc, on pourrait être argent, on pourrait être or, on pourrait être platine, on pourrait, dépendamment du style de jeu, on pourrait être champion et tout ça. Donc, plus on gagne, plus on reçoit des rangs, puis ces rangs-là montrent à quel point on est bon. Puis normalement, quand on joue en jeu compétitif, on est toujours calibré avec des joueurs un peu de la même force que nous. Là. Fait que quand on a un rang, exemple, si je suis hors niveau 2, être hors niveau 2, ça veut dire que je vais jouer contre des gens qui sont hors niveau 1, hors niveau 3, des fois un petit peu plus que ça, des fois un petit peu moins. Fait que je vais jouer avec des gens qui sont soit aussi forts que moi, plus forts, ou un petit peu moins forts aussi. Mais souvent, lorsque vos jeunes jouent à des jeux qui sont compétitifs, ils vont probablement être plus compétitifs eux-mêmes aussi, puis être plus récalcitrants aussi à s'arrêter de jouer en cours de jeu. Ils vont vraiment vouloir finir, ils vont trouver ça important, puis ils vont probablement avoir aussi des émotions, des réactions émotives beaucoup plus fortes lorsqu'ils vont jouer dans un mode de jeu compétitif. Donc, ça ressemble pas mal à ça pour ce qui est des types de jeux. Okay? Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les ajouter dans le clavardage. Vous pouvez aussi attendre vers la fin là, si vous avez besoin d'un peu plus de précision au niveau des types de jeux. Mais c'est quand même des informations qui sont importantes à savoir là, pour pouvoir progresser et comprendre un peu plus où on s'en va vers le reste. Donc, maintenant, on est à la prochaine étape qui est les besoins neurologiques et les besoins psychologiques. Donc, c'est ce qui rend les jeux aussi attirants. Donc, en gros, au niveau de la création des jeux vidéo, il y a vraiment beaucoup de personnes qui s'intéressent à ça parce que c'est un domaine qui est très, très, très lucratif. On gagne beaucoup d'argent à créer des jeux vidéo. Okay? Donc, on veut que ça fonctionne bien, puis on veut faire de l'argent. Donc, on se sert de la psychologie humaine pour essayer d'intéresser les gens à jouer à nos jeux. Okay? Donc là, je vous présente rapidement un peu l'interaction de quelques parties du cerveau qui sont beaucoup sollicitées lorsqu'on joue à des jeux vidéo. Puis c'est ça qui fait que les enfants aiment beaucoup les jeux vidéo. Okay? Fait qu'on va parler un peu de l'interaction entre ces trois parties. Le premier que je veux vous nommer, c'est la petite partie en bleu ici qui s'appelle l'amygdale. Donc, un peu comme celle qu'on a dans la gorge, mais ce n'est pas la même. C'est une partie qui est une partie de notre cerveau. Donc, cette partie-là,
sert principalement à reconnaître et réagir au stress. Okay? Donc, lorsqu'on a peur, exemple, c'est l'amygdale qui reconnaît qu'il y a un élément de danger, puis elle va nous donner un signal pour réagir à ce stress-là. Dans le temps des hommes des cavernes, là, les éléments stresseurs, c'était, je sais pas, un serpent qui se promène, un tigre à dents de sabre, un mammouth devant moi. Donc, ces différents éléments-là causaient un stress. Puis, l'amygdale le reconnaissait, ce stress-là, puis elle envoyait l'information au cerveau de comment réagir. Est-ce que je me sauve? Est-ce que j'attaque? Est-ce que je fige? Donc, quelle est la meilleure réaction dans cette situation? Okay. Dans nos problèmes de la vie, ces temps-ci, on a un peu moins peur des serpents, des tigres à dents de sable et des mammouths. Et nos problèmes ou nos choses qui nous font stresser sont des choses qui sont plus chroniques puis qui arrivent vraiment plus régulièrement. Du genre payer l'hypothèque ou encore payer le loyer, garder son travail, nourrir sa famille, pas arriver en retard et tout ça. Fait que, on a des éléments qui sont stresseurs aussi. Ce que les jeux vidéo font principalement au cerveau, c'est qu'ils endorment l'amygdale. Donc, les jeux vidéo vont endormir l'amygdale, qui fait qu'on va moins se rendre compte qu'on est stressé, puis on va moins vouloir réagir au stress aussi. Fait qu'en gros, ça nous fait un peu oublier nos ennuis. Ça nous fait oublier nos soucis, donc on ressent comme un sentiment de soulagement d'enlever ces stress-là. C'est un peu pour ça qu'on se sert des jeux vidéo comme divertissement. Mais en fait, même écouter la télé, ça endort un petit peu l'amygdale aussi, parce qu'on se distrait, on essaie d'arrêter nos problèmes. Fait que c'est un peu ça, c'est l'amygdale qui s'endort dans notre cerveau, qui reconnaît un peu moins qu'on est stressé, puis qui ne nous donne pas nécessairement le besoin de réagir au stress. L'autre partie qui est beaucoup active dans le cerveau, c'est le lobe frontal. Donc, le lobe frontal, la partie en avant du cerveau, nous permet de faire une planification. C'est-à-dire, elle nous aide là, à savoir dans quel ordre je vais faire mes choses. Si je veux aller à l'épicerie, je vais passer par là en premier, puis là ensuite, pour ça, chercher ces choses-là et tout ça. Elle nous aide aussi à faire la régulation de nos émotions, c'est-à-dire qu'est-ce que l'émotion, est-ce que je vis, puis comment je réagis à ça, est-ce que c'est correct que je réagisse comme ça. Puis les actions, donc, une action peut être aussi bien que de s'arrêter de faire quelque chose ou aller pour faire quelque chose d'autre. Donc, au niveau du lobe frontal, lorsqu'on joue à des jeux vidéo, ben, le lobe frontal est un petit peu endormi aussi. Puis, en fait, ça, ce que ça fait, c'est que peut-être qu'on est en train de se dire, là, ça serait comme le temps que j'arrête de jouer parce que je vais souper bientôt, mais j'ai comme envie de jouer encore. Fait que je vais continuer à jouer. Fait que le lobe frontal, c'est vraiment celui qui va permettre de faire des arrêts, exemple, de jouer à des jeux. Le problème, c'est que lorsqu'on joue à des jeux vidéo, souvent, ça ralentit le développement du lobe frontal. Donc, les jeunes vont avoir ça va leur prendre plus de temps à développer leur lobe frontal puis à s'assurer d'avoir des bonnes régulations d'émotions et bonnes régulations des actions. Donc, en gros, là, le lobe frontal, c'est un peu comme la voix des parents qui dit là, ça serait comme le temps que tu arrêtes parce qu'il faut que tu ailles te laver puis après ça, il faut que tu ailles te coucher. Okay? Présentement, c'est un peu vous qui êtes le lobe frontal de vos enfants, qui leur dites quand s'arrêter, quand faire ci, quand faire ça. Et vos jeunes, ils ont à le développer, leur lobe frontal. Puis ce qui est dommage, c'est que les jeux vidéo font souvent un obstacle à ça. Parce que le lobe frontal, il gagne rarement dans le combat entre j'ai vraiment envie de jouer, mais il faudrait que j'arrête de jouer. Okay? Donc, souvent, ils ont besoin de l'intervention d'un parent pour leur dire de s'arrêter. Ensuite, on a l'hippocampe, qui est un petit peu plus loin, mais qui est connecté à l'amygdale. Donc, l'hippocampe, elle, est en charge de la mémoire et des apprentissages. Et normalement, lorsque l'hippocampe va très bien, on est capable de se rendre compte qu'on a fait des erreurs ou qu'on a mal agi, puis on est capable de modifier notre comportement pour agir mieux la fois d'après. Donc, c'est souvent en lien avec l'amygdale qui nous cause un stress. Parce que si on a mal agi, bien souvent, il y a un stress qui se cause, puis là, on réagit à ça, puis là, après ça, on se demande est-ce que j'ai bien réagi, tout ça. Donc, ça, c'est un peu le rôle de l'hippocampe. Fait que si l'amygdale ne joue pas son rôle, bien, elle n'alimente pas l'hippocampe pour lui dire il s'est passé quelque chose, on a une conséquence par rapport à ça, donc ça serait important qu'on fasse une chose différente la prochaine fois pour ne pas avoir encore cette conséquence-là. Donc là, ça, c'est un peu, ça peut être un peu compliqué là, au niveau des jeux.
Les neurotransmetteurs et la dopamine. Donc, lorsqu'on joue à des jeux vidéo, on reçoit beaucoup de dopamine. On reçoit de la dopamine à chaque fois qu'on gagne un petit niveau. À chaque fois qu'on avance dans la passe comme je vous disais, la passe de saison, là, où on reçoit une récompense, on reçoit un petit peu de dopamine. Oh, j'ai réussi un niveau que j'ai trouvé difficile. Grosse dose de dopamine. Fait que la dopamine, c'est une hormone qu'on reçoit lorsqu'on a des récompenses et qui incite au plaisir. Ça goûte bon, c'est intéressant, donc on veut y retourner. Okay? Fait que c'est un peu le combat entre la dopamine puis le lobe frontal où j'aime beaucoup ce que je fais, mais il faudrait que je m'arrête. Mais j'aime vraiment ce que je fais, puis en plus, le jeu me dit que je suis à veille de passer à un niveau supplémentaire, mais il faudrait que je m'arrête. Fait que c'est un peu ce combat-là qui est difficile à gagner pour le lobe frontal parce que la dopamine puis tout ce qui se passe dans le cerveau quand on joue à des jeux vidéo est tellement intéressant que c'est difficile de s'arrêter, puis ça prend souvent une intervention parentale. Surtout pour les jeunes, parce que leur lobe frontal n'est pas encore bien développé en plus, donc c'est difficile de dire je vais arrêter ce que j'aime pour aller faire quelque chose qui m'intéresse un petit peu moins, comme faire mes devoirs, aller me laver ou aller manger en famille. Malheureusement. Maintenant, au niveau des besoins psychologiques. Okay? Donc, on sait que les êtres humains ont des besoins psychologiques pour bien fonctionner, puis les jeux vidéo ont des bonnes réponses à tout ça. C'est ce qui fait aussi que les jeunes aiment beaucoup aller vers les jeux vidéo. Donc, de base, un être humain aime avoir des défis, aime réussir, aime accomplir quelque chose. Les jeux vidéo sont excellents pour ça parce qu'ils sont calibrés selon le joueur. C'est ni trop difficile, ni trop facile. On te donne le niveau que tu fais présentement. Si tu le réussis, on te donne le niveau supérieur. Si tu ne réussis pas, refais le niveau inférieur une couple de fois, puis tu vas te pratiquer, puis tu vas te rendre compte que tu vas réussir, puis tu vas apprendre des nouvelles choses. Puis après ça, tu vas être capable de réussir. Ou encore, le jeu va te donner des objets ou encore de l'expérience. Tu vas gagner des niveaux. Ces niveaux-là vont te donner des capacités supplémentaires. Puis là, tu vas réussir le niveau. Fait que le jeu, il s'organise toujours pour que tu sois capable. Si c'était des jeux impossibles, il n'y a personne qui y jouerait. Okay? Le jeu s'organise toujours pour être ni trop facile, ni trop difficile, toujours accessible pour le joueur. Une chose aussi qui est intéressante, c'est que la progression est visible. On s'en rend compte qu'on avance. Dans la vie, pas nécessairement. Quand on travaille sur un projet ou qu'on travaille à l'école, on ne se rend pas nécessairement compte de la progression tranquillement, pas vite. Des fois, on reçoit des bulletins une fois de temps en temps. OK, j'ai fini une année, je me rends à l'année supérieure. Mais c'est plus difficile d'avoir vraiment des succès tangibles. Alors que les jeux vidéo nous donnent ça régulièrement, presque à chaque fois qu'on joue, même des fois plusieurs fois, surtout au début pour te tenir accroché. Puis après ça, ben, ils vont retarder un peu les nouvelles récompenses et tout ça. Là. Voilà. Donc, ensuite, on a l'estime et l'identité. Fait que les jeux sont vraiment bons pour ça parce qu'on peut souvent définir sa propre identité dans les jeux. On n'est pas attaché à la personne qu'on est nécessairement. Bien souvent, on a un personnage à jouer. Même des fois, on peut créer notre propre personnage. Ça permet vraiment de se développer une propre identité et de performer. Donc, il y a certains jeux, certains sports dans la vie qui ne sont pas accessibles à des gens parce qu'ils ne sont pas en bonne condition physique et tout ça. Au niveau des jeux vidéo, c'est plus facile à contourner. On peut être pas tellement en forme, mais être capable de jouer à des jeux vidéo au niveau compétitif, puis pouvoir gagner sa vie avec ça, puis recevoir le même genre de fierté de gagner une partie que d'avoir gagné une game de hockey. Mais que ça vient vraiment reproduire des choses qui sont difficiles à faire dans la vraie vie. Ça nous donne quand même cette émotion-là. Au niveau de l'appartenance, les jeux ont des systèmes pour ça aussi. Il y a des clans, des communautés, on peut travailler en équipe, c'est même international. On a accès toujours à des joueurs. On veut jouer à un jeu, on n'a pas besoin d'appeler nos amis, puis « Ah, ça ne me tente pas » ou « Non, je ne peux pas ». On peut arriver dans un jeu, se connecter, puis c'est presque sûr que le jeu va nous trouver des joueurs avec qui jouer en équipe, puis des joueurs contre qui jouer. Donc, c'est vraiment bien, ça remplit beaucoup le besoin de sentiment d'appartenance. Puis au niveau de la sécurité, les jeunes le ressentent aussi parce qu'il y a un certain anonymat. On ne connaît pas nécessairement la personne qui est derrière, on ne connaît pas le joueur qui est derrière le personnage, disons. Okay? Quelqu'un qui aurait un personnage dans un jeu, on ne sait pas exactement qui est la personne en arrière. Tout ça, c'est indépendant de l'apparence physique ou de sa classe sociale ou comme
comment il est perçu à l'école et tout ça, il se sent vraiment plus en sécurité, puis il peut s'extérioriser vraiment plus facilement dans des jeux vidéo. Donc, les jeux vidéo répondent beaucoup à différents besoins psychologiques qui sont difficiles à combler dans la vraie vie. Donc, c'est ce qui fait aussi qu'ils sont très intéressants. Donc, au niveau, maintenant, des métiers de jeux vidéo. Donc là, je vais laisser Gauthier parler. Là, ça fait longtemps que je parle. Vas-y. Tu as le tour de parler très vite, là. C'est bien plus gros qu'on ne le pense, les métiers de e-sport, les métiers de jeux vidéo. À la base, dans nos têtes, avant, c'était testeur, créateur de jeux vidéo. Puis maintenant, avec l'e-sport, avec la grosseur que ça prend, 5,5 milliards de dollars du PIB du Canada, juste pour l'industrie du jeu vidéo, c'est près de 1000 entreprises en 2021, c'est devenu énorme. Et puis ça partout dans le monde. Donc, les métiers d'e-sport, vous voyez, là, ça va du programmeur la personne qui fait les commentateurs, le streamer, donc tous les youtubeurs, créateurs de contenu, mais ça va, maintenant, les équipes de e-sport sont devenues vraiment des entreprises à part entière qui vendent qui vendent des maillots, puis vraiment des vraies équipes professionnelles, surtout en Europe, notamment. Donc, on voit donc santé, diététicien, préparateur physique, kiné, il y a des psychologues, il y a tout ce qui est marketing, financier, juridique, les avocats, tous les contrats. En tout cas, si votre jeune, quoi qu'il l'intéresse, il peut mettre sa passion du jeu vidéo dans ce qu'il a envie de faire plus tard, même si c'est juste de l'écriture. La personne est forte en français, en écriture, il peut devenir scénariste de jeux vidéo, de scénario. Il peut faire toutes sortes de choses. Donc, c'est devenu une énorme industrie qu'on peut vraiment pas ignorer. Puis, ça va pas aller en baissant, ça va juste grossir. Ça sera prêt. Donc là, juste pour ça, c'était des petites statistiques que Marc-André a trouvées. Pour la finale de League of Legends, donc il y a un jeu 5 contre 5 avec plus de supporters, plus de public que le Super Bowl. Donc au niveau mondial, une finale de League of Legends, la Major a eu plus de personnes que le Super Bowl, ce qui est assez hallucinant, vu que le Super Bowl est probablement un des événements annuels le plus regardé à chaque année. Oui, donc, c'est quand même un événement qui est très nord-américain, le Super Bowl. Il y a peu de personnes en Europe qui s'intéressent au football américain. Fait que, ça s'explique quand même comme ça. Alors que League of Legends, c'est joué sur tous les continents. Là. Il y a des équipes en Asie, il y a des équipes en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Donc, mais ça explique quand même le succès parce que c'est assez international. Fait que ça montre un peu qu'il y a beaucoup plus de spectateurs qui s'intéressent aux jeux vidéo qu'à des différents événements sportifs que nous, on connaît vraiment beaucoup. Sur les grands événements, c'est facilement des millions de personnes qui regardent ce qui se passe. Quel que soit le jeu au niveau de l'e-sport, que ce soit les jeux de combat, que ce soit des jeux de tir comme Counter-Strike, des jeux comme League of Legends, Dota 2, c'est des millions de personnes à chaque fois qui regardent des grandes compétitions. En fin de semaine, il y a eu le Masters de Valorant. Donc, Valorant qui est un jeu vidéo de 5 contre 5 tactique. Puis, juste sur YouTube, il y avait environ 1,8 million de téléspectateurs qui écoutaient la grande finale. Là, on voit en pourcentage les joueuses. Les joueuses féminines représentent 45% des joueurs, des gamers sur la planète. Puis c'est juste seulement 5% qui arrivent au niveau professionnel. Puis de plus en plus, là, depuis 2, 3, 4 ans, plus 2, 3 ans, il y a des ligues féminines, comme la ligue féminine de hockey qui s'est lancée cette année. Il y a des ligues féminines dans chaque jeu, dans chaque compétition qui deviennent de plus en plus grosses pour justement encourager les filles à jouer simplement pour montrer leur talent. Donc là encore, c'est des choses qui sont en train de se développer.
L'âge moyen de la retraite, ça, c'est pour les pro gamers, vraiment, c'est environ 25 ans, sachant qu'il y a des joueurs qui sont de plus en plus vieux, qui arrivent genre, à 35 ans avant soit de rentrer dans des organisations, soit de devenir coach, de devenir entraîneur. C'est une transition qui est très classique, puis très prisée, en tout cas chez les joueurs professionnels. Puis il y a des jeunes joueurs comme 16 ans, 17, 18 ans qui sont capables d'avoir déjà des grands contrats. D'ailleurs, ça clash souvent avec l'école à ce niveau-là. Puis le temps d'entraînement par jour, c'est 16 heures. Tantôt, on va parler de toutes les notions d'équilibre de vie, etc. 16 heures, vu que c'est des professionnels de jeux vidéo, même, ça ne représente pas tout le temps de jeu. Ce n'est pas juste du temps de jeu, c'est du temps aussi de préparation physique, rencontre d'équipe, ça peut être de la théorie. C'est vraiment c'est devenu très, très large. Ils sont devenus comme des athlètes. Il faut qu'ils mangent bien, il faut qu'ils s'alimentent bien, il faut qu'ils prennent soin de leur corps, il faut qu'ils fassent de l'exercice physique. Puis c'est devenu vraiment il y a des préparateurs mentaux, il y a des psychologues sportifs, il y a des physiothérapeutes, il y a tout maintenant qui accompagnent donc ces joueurs professionnels à performer le plus possible. C'est plus devenu la personne qui est derrière son écran puis qui joue beaucoup puis qui gagne comme ça parce que c'est plus assez évidemment. C'est une des grosses distinctions qu'on a avec les athlètes professionnels puis les joueurs professionnels de sport électronique. La grosse différence, c'est que les athlètes professionnels qui font des sports physiques, bien, leur entraînement aide aussi leur santé, normalement. Quelqu'un qui s'entraîne à la natation va être en forme, il va avoir un bon cardio, peu de gras et tout ça. Alors que pour le sport électronique, bien, en plus de son entraînement pour son sport électronique, il faut en plus qu'il fasse de l'entraînement pour garder une forme physique. Parce que, tu sais, veut pas maintenir la position. Tu sais, souvent, une compétition de jeu, ça peut aller jusqu'à 3-4 heures environ. Donc, il faut se tenir en position assise pendant 3-4 heures, des micro-mouvements avec les mains, le cou, la position, les épaules, tout ça. Fait que, ça reste qu'en plus de s'investir dans la pratique de son sport électronique, il faut quand même qu'il s'investisse dans son physique puis dans son sport, dans sa santé, parce que les deux ne vont pas bien ensemble. Alors qu'un athlète professionnel de sport comme un joueur de hockey va avoir son activité physique qui est faite. Fait qu'après une game de hockey, il ne va pas nécessairement aller s'entraîner parce qu'il en a besoin pour son corps. Oui, il peut le faire, il peut faire des choses hors classe, mais ça reste qu'il n'y a pas autant besoin parce que son corps a reçu le bien de son activité physique et de son entraînement, mais pas le E-sport, le E-sportif. Bon, donc là, passons aux bienfaits et aux risques. Oui, on va vous parler des bienfaits et des risques. Des bienfaits pour tous, mais il faut que ce soit utilisé de la bonne manière puis avec un bon équilibre. C'est vraiment là-dessus qu'on va appuyer là-dessus. Ça aide nos jeunes. Là, on va parler d'abord des bienfaits parce que ça aide réellement nos jeunes, puis ça aide même les adultes à développer leur résilience dans la résolution de problèmes au quotidien. Ça veut dire que parce que ils échouent. Quand ils jouent, ils ratent, ils échouent, ils ratent un niveau, ils perdent une partie parce qu'ils ont des échecs dans les jeux vidéo puis qu'ils essayent de trouver des solutions pour battre le niveau, pour réussir, par exemple, ce jeu de plateforme, là, il n'y arrive pas, ça fait 3, 4, 5 fois qu'il rate. Là, ils se disent, mais mon Dieu, comment je vais faire? Puis ils essaient de trouver d'autres solutions, d'essayer de trouver le casse-tête pour passer. Ça leur permet vraiment de développer une certaine résilience à tous les problèmes. Donc, il va apprendre de ses erreurs, il va réaliser de la pratique profonde. La pratique profonde, c'est le fait de approfondir sa pratique, mais donc de vraiment gagner en expertise dans un geste, dans une série de mouvements, en tout cas pour que il puisse réussir. Donc, c'est quelque chose qui va devenir après naturel pour lui. C'est le genre de c'est les parties du cerveau qu'on utilise quand on fait des sports, par exemple. Par exemple, au cas où je décide de faire une feinte,
n'importe quelle fois. Puis là, la première fois, je rate 2, 3, 4, 5, 6 fois, je rate. Puis dans un moment, je gagne une expertise, ben, c'est la même chose. Je fais la pratique profonde. Donc après, essayer des solutions différentes, savoir quand abandonner. Effectivement, au bout d'un moment, j'arrête, je rate 3, 4, 5, 6, 7 fois. Là, les émotions, ça commence à embarquer. Ben, peut-être que là, oh, je m'arrête. Puis je sais quand il faut que je dise, bon, ben là, c'est assez. Puis je réessaye une autre fois, ou bien je vais faire un autre niveau, ou bien j'arrête, je joue à un autre jeu. D'accord? Puis ensuite, affronter des problèmes par exemple. Ça aide aussi à réduire le stress. C'est de la dopamine, hein, le fait de jouer. Donc, effectivement, ça réduit le stress. Puis, ça réduit l'impact des événements traumatiques. Ça a été prouvé par études que quand des personnes vivent des traumas profonds, les personnes qui jouaient aux jeux vidéo pendant plusieurs semaines avaient moins de, comment dire, avaient moins d'impact de ces éléments traumatiques-là. Ça diminuait l'impact. En fait, c'est comme si c'était correct de passer beaucoup de temps puis à déconnecter en quelque sorte de la vie qui est trop dure actuellement pour pouvoir ensuite, pour laisser en fait le subconscient, le corps travailler sur ce trauma-là pour ensuite passer à autre chose. Par contre, c'est pas, comme on dit, c'est de la dopamine, c'est la dopamine que ça crée, que ça donne. Si à chaque fois que je me sens mal, je décide de jouer, ça devient, je dis à mon corps que c'est juste en jouant aux jeux vidéo que je suis capable de régler mes problèmes en quelque sorte. Puis ça c'est négatif. Plus on donne de la dopamine de cette manière-là, bah, plus le corps en demande. Donc ça aide pendant certains temps, mais il ne faut pas que ça devienne trop une habitude sur le long terme. Ensuite, ça aide les jeunes à mieux lire s'ils souffrent de dyslexie. Ça a été, sur des personnes dyslexiques, ça a été montré que le fait de jouer aux jeux vidéo avant permet de développer l'attention. Et puis donc d'être capable de mieux lire, mieux parler, en tout cas. Devenir multitâche. Le fait de réfléchir à plusieurs choses dans un jeu vidéo, etc., bah, ça permet de simplement... je ne sais pas trop comment dire. Ça développe une partie du cerveau qui permet de trouver des solutions rapidement, puis de trouver que c'est comme prendre une décision, c'est 25% plus vite. Puis, au niveau d'être multitâche, ça permet en fait de... Pardon, désolé. Je vais reprendre ma note. Okay. Ça permettait en fait, ça alimentait la partie du cerveau qui fait qu'on trouve une solution plus rapidement dans un problème parce qu'on arrive à prendre tous les éléments du problème plus facilement. Puis enfin, ça permet d'améliorer la concentration. Aussi, ça aide ça nous permet d'apprendre plus facilement l'anglais. Les jeunes, quand ils communiquent, en général, c'est beaucoup en anglais. Les jeux sont en anglais. C'est comme pour si on regarde des séries en anglais, au bout d'un moment, à force de se pratiquer, de pratiquer avec des personnes qui parlent anglais, on apprend tout simplement. Ça fait plus de pratique. Développer les compétences sociales. Encore une fois, ça permet de développer tout ce qui est empathie, tout ce qui est toutes les émotions qui sont en lien avec les compétences sociales en fait. Parce que par exemple, si le fait de jouer avec des jeux d'équipe, je suis obligé de parler avec les autres personnes, je suis obligé de comment dire, je suis obligé de faire preuve d'empathie de comment ça se passe pour l'autre. Je suis obligé de faire preuve de trouver des solutions avec les autres. Par contre, si je décide de jouer tout seul à mon jeu tout le temps, d'une manière isolée, imaginons un jeu qui est très prisé, c'est Minecraft. Ça promouvoit beaucoup la créativité, c'est excellent. Par contre, si tout ce que je fais, c'est jouer à Minecraft sans aucune partie sociale, sans jouer avec un ami, etc.,
sur le long terme, ça va pas me faire je ne vais pas bénéficier de ces compétences sociales-là, ça va plutôt me renfermer sur mon esprit. Ça peut faire du bien, mais le jeu de vidéo ne sera pas efficace pour ça, pour développer les compétences sociales. Puis enfin, développer leur motricité, la coordination des mains et puis des yeux. Surtout pour les jeux de tir, le fait que ce soit avec les mains, les manettes, ou bien avec le clavier souris, ça développe simplement que quand je bouge ma souris et que je veux la mettre exactement sur cette partie de l'écran-là, je vais être plus rapide. Je vais développer ça. Pour les personnes âgées, jouer aide également à garder le cerveau vif et actif, qui garantit le processus de vieillissement. Puis il y a vraiment une diminution de risque, ça a été démontré, de développer l'Alzheimer, moins de dépression, puis des améliorations physiques. Juste le fait de jouer de temps en temps aux jeux vidéo. Mais trop, c'est comme pas assez, il y a quelques signes d'abus. Puis ça, on va parler surtout des symptômes, d'abord des risques, puis après des symptômes qu'on va voir. Donc, un mauvais équilibre, une pratique excessive peut amener plusieurs risques. Donc, développer une problématique de cyberdépendance. Une cyberdépendance, c'est un besoin incontrôlable. Donc, c'est un besoin incontrôlable. On sait que le fait de passer trop de temps sur les écrans est nuisible. On sait que ça nous fait du mal. On vit de la détresse à ce niveau-là, mais on n'est pas capable de s'arrêter. On n'est pas capable, c'est un besoin qui est incontrôlable. Donc, c'est ça la cyberdépendance, c'est le fait d'être addict, d'être dépendant des écrans pour simplement se sentir à peu près bien. Donc ensuite, pour en arriver là, il faut jouer quand même beaucoup, souvent. C'est une dépendance comme la nicotine, la cannabis, etc. Puis c'est maintenant reconnu, c'est reconnu officiellement comme une dépendance officielle. Après, détérioration de la santé, de la vie sociale, risque d'harcèlement, de langage abusif, d'intimidation. Notamment, il y a certains jeux qui sont devenus extrêmement toxiques au niveau de la communauté. Des jeux, plus on joue compétitif, plus les personnes prennent ça à cœur, puis ont tendance à être simplement toxiques, à insulter, à faire de l'intimidation, en tout cas. Donc, c'est ça, c'est l'aspect compétitif qui est en jeu ici. Donc, l'atteinte à la vie privée. Par exemple, les micros ouverts. Là, je suis en train de vous parler, mais si je pars, puis que là, je laisse mon micro ouvert, puis je vais parler à ma blonde ou à mes enfants, vous pouvez entendre. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire attention à ce niveau-là. Ou aussi le fait que, imaginons que vos enfants jouent, parlent à des étrangers, sont peut-être un peu naïfs, puis c'est des choses qu'il faut monitorer avec les enfants au début, quand des jeux deviennent multijoueurs, comme je pense à Roblox, etc. Il faut faire attention à qui ils parlent, puis enfin, sécheresse des yeux. Et on va parler des symptômes physiques, la sécheresse des yeux revient. Donc, alimentation irrégulière et de mauvaise qualité, effectivement, à partir du moment, ça, ce sera pour... Là, actuellement, ça va, vous les nourrissez. Mais peut-être que le fait quand on passe beaucoup de temps sur l'écran, on perd les signes de faim, on perd toutes ces choses-là, donc on a tendance à oublier qu'on a faim. Donc peut-être que si votre jeune a joué beaucoup avant, puis d'un coup, par exemple, tout l'après-midi, puis là, c'est le souper, le souper, peut-être qu'il est 8 heures, puis il a déjà totalement oublié de manger, ou bien une fin de semaine, vous êtes parti. Si c'est un gamer, c'est possible qu'il oublie tout simplement de manger, puis qu'il va se faire une pizza à un moment donné quand il est 9 h le soir, parce qu'il a totalement oublié. Ça, je ne sais pas si on avait des personnes qui avaient des enfants plus âgés, par exemple, au cégep, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui est plus fréquent chez les plus vieux quand c'est eux-mêmes qui sont responsables de se faire à manger. Parce que c'est très facile d'oublier. Par exemple, on n'a pas envie de quitter notre partie, on n'a pas envie, on est avec nos amis, puis on ne veut pas partir. Ou simplement, comme je vous dis, on oublie le temps qui passe. Ensuite, donc, douleur au poignet, insomnie, sommeil irrégulier et de mauvaise qualité.
Il y a un des fléaux qu'on a actuellement, c'est on est tout le temps stimulé par des écrans. Que ce soit les tablettes, les téléphones, les télévisions, les ordinateurs, il y en a partout. Et le simple fait de laisser une télé allumée, un écran allumé, un téléphone allumé à côté de notre table de nuit ou quoi que ce soit dans notre chambre, ça nuit énormément au sommeil parce que le cerveau reste activé. Il n'est pas capable de tomber dans un sommeil profond et réparateur. Donc, une des choses qu'on va voir tantôt des suggestions de solutions, mais le simple fait d'éteindre les écrans quand on ne les utilise pas, c'est quelque chose qui fait déjà du bien à toute la maison. D'ailleurs, il va falloir accélérer un petit peu. Hein, il est déjà oui. Je pense que les gens ont des solutions et des façons d'accompagner. Ouais. Donc, maux de dos, maux de tête et migraine, négligence digestive personnelle, puis sécheresse des yeux, comme j'ai dit juste avant. Il y a les symptômes psychologiques. Donc, sentiment de bien-être et de soulagement pendant l'utilisation. Là, c'est la fameuse dopamine. Si je ne peux pas me sentir heureux sans avoir un stimuli, donc un stimuli, c'est un écran, une activité. Si je ne suis pas capable de me sentir juste heureux sans stimuli, il y a une problématique. Bon, comme c'est utilisé pour calmer un enfant en crise, exemple, puis que c'est la seule façon de réussir à le calmer, de lui donner un jeu vidéo, on est dans des problèmes. C'est des symptômes psychologiques là, qui sont très parlants. Pensée obsédante. Donc, si, par exemple, le jeune qui est à l'école, puis la seule chose qu'il pense, c'est de rentrer chez lui pour pouvoir continuer son jeu, ça aussi, ça peut être... on est dans des symptômes de problématiques. Sentiment de vide, d'anxiété ou d'agressivité quand l'accès aux médias ou aux jeux n'est pas disponible. Incapacité à cesser ou à diminuer l'usage, le côté incontrôlable dont je parlais tantôt. Diminution de l'intérêt ou du temps consacré aux autres activités. Mensonge, vol, isolement. Mensonge et vol, je vais revenir un peu après là-dessus. Donc, on arrive à la partie de comment accompagner vos jeunes. Donc, évidemment, les stratégies que vous allez utiliser vont beaucoup dépendre de l'âge de votre jeune. Plus votre enfant est jeune, plus vous avez du contrôle sur certaines choses, alors que plus vieux, là, ceux qui ont des enfants de 13 à 17 ans, ça devient un petit peu plus difficile d'avoir les mêmes stratégies qu'on a quand ils sont plus jeunes. Fait qu'on va essayer de faire un petit portrait là, d'un petit peu toutes ces choses-là, mais il faut quand même garder en tête qu'il y a des stratégies qui fonctionnent mieux avec les enfants plus jeunes, il y a des stratégies qui fonctionnent mieux avec les enfants plus vieux. Aussi, le succès de vos tentatives vont beaucoup dépendre de la relation que vous avez avec votre jeune. Ça va être vraiment important que vous ayez une bonne communication avec votre enfant, qu'il vous fasse confiance, puis qu'il veuille aller dans la même direction que vous. Okay? Parce que c'est sûr que si vous ramez à sens inverse, l'enfant il va avoir des résistances. Pour toutes les raisons qu'on a parlé tantôt, à quel point ça nourrit notre cerveau, à quel point ça nourrit nos envies psychologiques, nos besoins psychologiques d'être humain, tout ça va vraiment prendre toute la place. Puis, si votre relation n'est pas bonne, puis que vous n'êtes pas ensemble, il y a des chances que vos tentatives ne soient pas très fructueuses. Okay? Gardez ça en tête. L'âge de votre enfant va un peu déterminer le genre de stratégie que vous allez utiliser. Puis, ça va vraiment être important de rétablir. Si jamais vous êtes rendu au conflit vraiment avec votre enfant au niveau des jeux vidéo, il va vraiment falloir rétablir la relation tranquillement, pas vite, ramener la communication avant de pouvoir tenter de faire toutes les différentes choses là, qu'on vous propose. Parce que sinon, il va toujours avoir une espèce de doute que vous voulez lui éviter, lui enlever son temps de jeu, lui enlever tout ce qui est super précieux pour lui ou elle. OK? Donc, premièrement, une des choses qui est à faire avec votre enfant, c'est vraiment de parler de la sécurité. Okay? De la même façon que vous avez montré à votre enfant à traverser la rue, vous lui avez montré à se promener dans un centre d'achat, vous lui avez montré à jouer au parc, c'est un monde aussi, c'est un lieu, les jeux vidéo. Chaque jeu est un peu son lieu, puis c'est important de connaître les différentes règles de sécurité. Fait qu'il faut que vous preniez le temps de parler des règles de sécurité avec votre jeune. Plus ils sont jeunes, mieux c'est pour pouvoir commencer à faire la prévention au niveau de la sécurité. On parle de la sécurité au niveau des informations personnelles. Donc, d'éviter de mettre les noms complets dans les noms d'utilisateurs lorsqu'on crée des profils, de ne pas mettre des choses importantes comme l'adresse ou s'assurer de répondre seulement aux questions qui sont vraiment nécessaires si on veut se créer un compte dans un jeu.
Puis de faire attention aussi à son mot de passe. Parce que comme je vous disais, on fait des achats au niveau des comptes. Donc, si on communique notre mot de passe à un ami, puis là qu'on se le fait voler, puis là que les gens changent notre mot de passe, puis que là on perd l'accès à notre compte, bien, ça pourrait être un investissement assez important qu'on a perdu. Donc, c'est assez important de les prévenir au niveau nom d'utilisateur, mot de passe, puis les informations qu'on donne quand on joue à des jeux. Il faut aussi les prévenir au niveau des autres joueurs, de se tenir en sécurité. Comment est-ce qu'ils s'adressent à toi? C'est le genre de questions qu'on peut poser que vous pouvez poser à votre enfant lorsqu'il joue ou lorsqu'il a fini de jouer. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes dans ton jeu? Est-ce qu'ils te parlaient bien? Est-ce que tu te sentais correct? Est-ce qu'ils t'ont insulté? C'est des questions qui sont vraiment importantes à connaître parce que la plupart des jeux ont des systèmes de conversation vocale. Donc, c'est possible d'entendre les autres joueurs. C'est possible de parler aux autres joueurs aussi. Parfois, c'est par clavardage, mais parfois aussi, c'est audio. OK? Puis, donc, ça peut virer très bien en harcèlement. J'ai mis le mot conflit d'intérêt. En fait, c'est pas comme un policier qui ne peut pas enquêter sur des gens de sa famille. C'est conflit d'intérêt dans le sens où peut-être que quelqu'un il joue juste pour se divertir, puis quelqu'un d'autre il joue vraiment pour gagner. Puis si ces deux joueurs-là sont dans la même équipe, bien là, ils ont comme un conflit d'intérêt. Il y a quelqu'un qui a juste envie de s'amuser, puis l'autre a juste envie de gagner. Fait que si celui qui a juste envie de s'amuser fait des erreurs, bien, l'autre pourrait vouloir lui reprocher vraiment grandement, puis dire qu'il nuit au jeu, puis même, ça peut tourner vers du harcèlement. Fait que c'est important de les prévenir au niveau des autres joueurs lorsqu'ils jouent à des jeux des jeux en ligne, lorsqu'on joue avec des gens d'une même équipe ou des gens de l'autre équipe. Il faut les prévenir puis leur montrer parce qu'on peut très bien désactiver le micro. On peut désactiver aussi les sons des autres joueurs. Donc, normalement, là, quand on va dans les réglages, on peut s'organiser pour ne plus les entendre, ces voix-là, si jamais ils nous dérangent et nous empêchent de jouer. Donc, soit le volume, on les baisse ou soit on les arrête. C'est pas rare, des fois, d'entendre des bruits bizarres. Ça arrive, moi, des fois que je joue, puis des fois, je joue avec des gens plus jeunes que moi, puis là, j'entends des bruits de personnes qui font des pets avec sa bouche ou des bruits de cochons. C'est pas long que je baisse le son ou bien je les enlève tout simplement. C'est pas de l'information qui m'aide à jouer, puis je trouve ça tannant. Bon, moi, je suis un adulte, je suis un peu mature, fait que je suis capable de prendre ces décisions-là, mais un enfant, peut-être pas. Donc, c'est important de les prévenir et de les sécuriser au niveau des autres joueurs. Parce que c'est possible qu'ils soient en contact avec du contenu et du langage inapproprié. D'ailleurs, un conseil qu'on peut donner, surtout pour les plus jeunes, c'est d'éviter d'utiliser des micro-casques. Oui, ils peuvent utiliser un micro, mais ce serait bien que le son sorte vraiment des haut-parleurs pour que vous puissiez entendre qu'est-ce qui se dit, puis être capable d'intervenir sur ça. Donc, ça, ce serait des choses là, intéressantes à faire, là, vous assurer de qu'est-ce que votre enfant entend lorsqu'il joue à ce jeu-là. Ça serait bien que vous l'entendiez vous aussi. Au niveau de l'argent, les abonnements et tout ça, est-ce que c'est des prélèvements automatiques? Est-ce que vous avez mis votre carte de crédit dans le compte du jeune, puis là, ça se prélève automatiquement? Est-ce qu'il serait capable de faire des achats sans vous? Tu sais, tout ça, c'est des choses qui sont à faire vraiment attention parce que l'enfant peut être sollicité à vouloir acheter des choses dans son jeu, puis il faudrait éviter qu'il soit capable de le faire sans votre approbation. Puis au niveau de la vie privée, on en a parlé un petit peu. Parce que lorsque le micro est ouvert, bien, on entend tout ce qui se passe dans la maison. Donc, si vous parlez avec votre conjoint, votre conjointe, puis que votre enfant est en train de jouer, puis qu'il est avec micro ouvert, bien, s'il joue avec un de ses amis ou s'il joue avec un étranger, toutes ces personnes-là peuvent entendre ce qui se passe dans la maison. Il y a des fonctions qu'on peut ajouter comme appuyer pour parler. On peut aller dans les réglages du jeu puis mettre qu'il faut appuyer sur une touche pour qu'on entende le micro. C'est comme si le micro est en attente, puis c'est juste au moment de toucher que là, on parle. Il y a beaucoup de joueurs qui n'aiment pas ça parce qu'il faut qu'ils touchent une touche du clavier ou une touche de leur souris pour parler, puis ça les empêche de vraiment bien jouer. Mais moi, personnellement, j'ai toujours appuyé pour parler parce que je ne veux pas que tout le monde entende ce qui se passe dans ma maison. Je veux juste qu'on entende quand je parle. Mais au niveau de la sécurité, c'est toutes des choses qui sont importantes à discuter avec vos jeunes. Ici, on a quelques actions préventives qui pourraient amener à éviter que le jeune tombe beaucoup trop accroché au jeu. Le premier, c'est d'éviter d'entraîner leur résistance. Okay? C'est-à-dire que si votre jeune démontre des signes de fatigue, exemple, il se frotte les yeux, il change de jeu régulièrement, mais ça pourrait être le temps de lui enlever le jeu et de proposer un autre jeu. Parce que notre corps s'habitue à ce qu'on lui fait vivre.
C'est un peu pour ça que les gens, ils s'entraînent, ils font des activités physiques, ton corps il devient plus musclé. Lorsqu'on fait quelque chose de difficile et qu'on continue à le faire, ben, on devient comme meilleur à le faire. Fait que, même chose avec les jeux vidéo. Au début, on n'a pas autant de résistance. La première fois qu'on joue à un jeu vidéo, on ne pourrait pas jouer 10 heures d'affilée. On aurait les yeux qui piquent, on serait tout fatigué. Donc, c'est important que les jeunes comprennent leurs signes de fatigue. Si vos enfants sont jeunes, essayez de les voir ça, puis détectez-les les signes de fatigue, puis proposez-leur une activité alternative à celle-là pour éviter qu'ils s'habituent, puis qu'ils augmentent leur temps de résistance au jeu, puis qu'ils soient capables de jouer pendant un plus grand laps de temps. Mais petit conflit qui peut émerger, parce que si votre jeune est vraiment dans son jeu et qu'il refuse de quitter le jeu, ça se peut très bien qu'il fasse une crise, qu'il ne veuille pas s'arrêter de jouer. Si vous débranchez même assez abruptement l'appareil, ça se peut très bien qu'il y ait une crise. À ce moment-là, il faut quand même faire attention de la façon dont on va intervenir. Parce que lorsqu'un enfant est en crise, j'ai mis un petit cerveau puis un gros cœur, c'est que lorsqu'il y a une émotion, il est beaucoup dans son émotion. Son cœur est énorme, donc tout ce qu'il ressent est vraiment important, puis il va crier, il va peut-être lancer des choses, il va peut-être se fâcher, mais son cerveau, lui, il prend vraiment une toute petite place. C'est-à-dire qu'il n'est pas raisonnable. Vous pourriez lui parler de plein de choses, puis l'enfant, vous n'arriverez pas à lui faire entendre raison s'il est dans une crise, parce que son émotion prend beaucoup trop de place. Lorsqu'on attend un peu, qu'on réussit à être, disons, en synchronisation avec lui en sachant « Ah, je le sais là, que ça te fâche de ne pas pouvoir jouer à ton jeu, mais c'est vraiment le temps de s'arrêter. » Genre, je trouve ça vraiment fâchant moi aussi. Je le vois là, que tu es triste et que tu as de la peine. D'être en synchronie avec, de pouvoir lui montrer les émotions qu'il sent pour que le cœur rapetisse et que le cerveau augmente. Okay? Vers le milieu de la crise, l'enfant est un petit peu parlable, mais pas tant non plus. Il est encore beaucoup dans son émotion. Puis après, une fois qu'il s'est calmé, le jeune, il est moins dans son émotion. Puis là, on a accès vraiment à son cerveau, puis à lui faire comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tu as fait une crise là, quand je t'ai enlevé ton jeu. Tu as vu comment tu as réagi. Ça, c'est pas le temps de dire ça au moment de la crise. Il faut vraiment attendre que l'enfant se soit calmé avant de lui parler parce que son cerveau, il y a une toute petite partie de son énergie qui alimente son cerveau. Toute la grosse partie de son énergie alimente vraiment son émotion, puis comment il vit, puis comment il rage. Donc, c'est pas vraiment le temps. Mais déjà, éviter d'entraîner la résistance, c'est vraiment une clé. Convenir aussi des règles avant l'arrivée d'un appareil. Par exemple, si on achète une nouvelle console de jeu, ben, ça serait bien de convenir des règles avant de la mettre en ligne puis de commencer à la faire utiliser. Parce qu'une fois que l'enfant s'est habitué, qu'il joue avec, il est un peu tard. Aussi, pour les plus vieux, c'est compliqué de pouvoir faire ça parce que ben, souvent, c'est eux qui se les procurent. S'ils se sont achetés eux-mêmes leur console de jeu, c'est quand même un petit peu plus touché, un petit peu plus difficile de pouvoir les limiter. On parle d'éviter de parler de minutes et d'heures par jour. Si vous vous embarquez dans, tu as le droit à 1h30 aujourd'hui, vous vous embarquez dans de la négociation. 1h32, là, je fais quoi? Je prends 2 minutes d'aujourd'hui puis je les enlève sur la journée d'hier. Vous allez noter ça comment? Là, vous embarquez là, avec le pied dans un engrenage qui est un peu difficile à gérer. Ce qui est plus proposé, c'est de regarder comment on comble le temps libre. Okay? Donc, de planifier avec l'enfant où va se trouver ses temps libres puis comment il peut remplir ses temps libres. Okay? Exemple, on vient de souper. Il est 6h, 6h30 peut-être, tu as une pratique de hockey à 8h, donc il te reste environ 1 heure pour jouer. Okay? C'est le temps que tu disposes aujourd'hui à ce moment-ci. Le mieux, ce serait que ça soit planifié quand même rapidement. C'est ce que je parle là, ici, de discuter régulièrement de l'horaire des temps libres. Si vous êtes en mesure de vous faire un petit comité de famille 1 fois par semaine où vous planifiez selon les sports, l'école, votre horaire à vous aussi. Ça peut être quelque chose qui est un peu nuisible, votre horaire à vous par rapport à tout ça. Donc, discuter régulièrement de l'horaire de temps libre, puis de vraiment voir, c'est ça la plage de temps dont tu disposes. Puis, c'est important de regarder aussi les jeux qu'ils vont jouer pendant cette période-là. Parce que, disons que l'enfant joue à Minecraft, ben, il peut s'arrêter n'importe quand. Okay? Mais si l'enfant joue à Fortnite, surprise, ça peut durer 30 minutes. Ça peut durer 10 minutes aussi. Okay? Ce qui est bien, c'est de regarder le temps que l'enfant joue, s'intéresser au jeu que l'enfant joue, d'être capable de savoir le temps que ça prend à son jeu,
Puis, disons, si on dit qu'il faut partir à 7h30 pour ta pratique, ben, à 7h, c'est le dernier moment où tu peux te démarrer une partie. Après ça, ben, il faut que tu joues à un jeu qui s'arrête n'importe quand. Fait que tu peux jouer à Fortnite jusqu'à 6h30 peut-être, puis à 6h30 après ça, ou à 7h30 après ça, tu joues à Minecraft parce que ça, tu peux arrêter n'importe quand. Fait que, c'est important de le planifier comme il faut, comme ça, puis de les accompagner là-dedans. On parle aussi d'installer les jeux dans une aire commune, okay, d'éviter les chambres. Ce qu'il y avait dans les études, là, c'est qu'on voit une augmentation du temps de jeu d'environ 50% si les jeux sont dans les chambres. Okay? Donc, les consoles de jeu, une Xbox dans la chambre, accrochée sur la télé dans la chambre, c'est risqué que l'enfant puisse jouer de façon continue sans arrêt. Okay? On parle aussi d'installer une horloge ou un minuteur à vue parce que dans le jeu, on ne voit pas l'heure qu'il est. Donc, ce serait comme important qu'il y ait une façon de savoir l'heure qu'il est ou d'avoir un petit chronomètre ou quelque chose qui indique le temps qui reste pour qu'il puisse gérer son temps. Parce que c'est une lutte. C'est vraiment une action importante. On parle aussi de responsabiliser. Donc, c'est important que le jeune soit capable de gérer son temps. Donc, il faut lui apprendre à gérer le temps. Si vous êtes tout le temps en train de lui dire « OK, c'est terminé, il est telle heure. OK, là, c'est le temps d'arrêter tes jeux. OK, là, c'est l'heure d'aller souper. » Il faut trouver des stratégies pour pouvoir les aider à faire leur gestion du temps. OK? Donc, des chronomètres, des timers, ça se fait très bien. De leur dire « Regarde, là, on vient de finir de souper, tu sais que tu as ta pratique à 8h, tu disposes d'1h15. Qu'est-ce que tu veux faire de ton 1h15? À quel jeu tu veux jouer? Comment tu veux organiser ce temps-là? Vous pouvez même leur proposer d'avoir 2 jeux différents. Je veux que tu choisisses 2 activités. Ça peut être un jeu vidéo puis une autre chose que tu fais pendant ce temps-là. Tu commences par le jeu vidéo ou tu commences par l'autre chose. Combien de temps tu consacres à un? Combien de temps tu consacres à l'autre? Okay? Fait que ça, il faut vraiment les entraîner puis leur apprendre à faire leur propre gestion du temps. Parce que si vous êtes tout le temps en train de leur rappeler le temps, l'heure qu'il est, leur demander quand le temps d'arrêter, ben, vous allez vous retrouver à jamais développer ça chez eux. Gestion des tâches aussi. Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit fait avant qu'il puisse jouer à des jeux? Faut-il qu'il fasse ses devoirs? Faut-il que la vaisselle soit vidée? Faut-il qu'il ait rangé sa chambre? Tout ça, il faut qu'il soit en mesure de savoir les choses qui sont attendues avant d'être capable de les faire. On parle aussi de gestion des finances. Qui paye pour les jeux? Ça dépend toujours de l'âge que vos enfants ont. Plus ils sont jeunes, normalement, plus c'est nous qui payons les jeux. Plus ils sont vieux, bien, plus ils sont capables de se payer leurs jeux eux-mêmes. Mais il faut quand même les habituer, les habiliter à, si tu achètes des jeux, tu n'as pas d'argent pour autre chose. Là. Donc, comment est-ce que tu vas décider que tu t'achètes un nouveau jeu qui est sorti qui te coûte 80$, mais que tu as aussi ton téléphone à payer? Donc, c'est important là, de commencer à travailler ça avec eux puis de les responsabiliser. Au niveau de la gestion des émotions aussi, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Moi, en tout cas, je le vis encore avec mon garçon de 15 ans, puis j'ai à lui rappeler souvent de gérer ses émotions parce que des fois, il rage, il crie, il frappe sur le divan à côté de lui. Donc, il faut apprendre à gérer ses émotions, à apprendre à gérer ses réactions parce qu'il peut briser quelque chose, il peut se faire mal. S'il a le micro ouvert en plus, puis il sacre, est-ce qu'il joue avec des gens plus jeunes que lui, plus vieux que lui, comme tu sais? Donc, tout ça, là, c'est des choses qui sont importantes à travailler, à lui apprendre à gérer ses émotions. Puis au niveau de l'autorégulation, c'est de se rendre compte que c'est le temps d'arrêter, d'être capable de se dire « Ah, je pense que j'ai assez joué aujourd'hui, ça serait bon que je m'arrête. » Ensuite, on a différents obstacles qui pourraient arriver à vous bloquer dans votre but. D'un, c'est la volonté de votre jeune. Est-ce que le jeune a envie d'apprendre toutes ces choses-là, a envie de se laisser limiter, a envie de réduire son temps d'écran, a envie de communiquer avec vous? Tout ça, c'est des éléments que vous devez travailler avec le jeune pour qu'il puisse travailler dans le même sens que vous puis éviter d'être un obstacle. Les autres adultes, peuvent aussi être des obstacles à la mise en place de ces différentes stratégies-là. Par exemple, votre conjoint ou votre conjointe, peut-être qu'elle ne voit pas les choses de la même façon, c'est important d'être sur la même longueur d'onde. Une autre chose, les grands-parents. Qu'est-ce qui se passe chez les grands-parents? Est-ce qu'ils ont le droit de jouer comme ils veulent quand ils vont se faire garder chez les grands-parents?
c'est comme important de discuter avec ces gens-là si vous êtes en démarche pour essayer de réduire le temps ou de travailler avec le jeune, parce que s'il se sent limité chez vous, il va peut-être se sauver chez d'autres adultes où là, il va avoir le droit de jouer comme il veut. C'est sûr que les grands-parents, ils ont leur rôle de grands-parents à jouer, mais faut quand même que vous pensiez que si vous essayez de mettre des éléments en place, il y a des choses qui pourraient nuire à ça, dont les autres adultes. Il y a aussi les amis de vos enfants, là, les parents des amis de vos enfants. Est-ce que quand votre enfant va jouer chez un ami, il a le droit de jouer quand il veut, où il veut? Est-ce que c'est dans sa chambre, tout ça? Ça pourrait même valoir la peine de parler avec les parents des amis pour convenir de quelque chose si vous trouvez ensemble que c'est problématique. Donc, il faut vous dire que c'est possiblement des obstacles. Votre horaire est peut-être un obstacle aussi au moment où vous décidez. Si vous dites, ben moi, je veux que tu fasses tes devoirs avant de souper, puis que tu peux jouer juste après, mais que vous rentrez très tard de travailler, c'est peut-être pas quelque chose qui est possible de faire. Fait qu'il faut que vous regardiez avec votre horaire, c'est quand les moments que vous pouvez faire la supervision des tâches que vous donnez avant de permettre de jouer à quelque chose, il faut que ce soit quelque chose de réaliste. Il y a aussi d'autres conditions de santé qui peuvent être des obstacles. Donc, si votre enfant a des différents diagnostics ou différents statuts qui sont reconnus, comme le TDAH, ça peut nuire. Le TDAH répond, les jeux vidéo répondent vraiment bien aux besoins des élèves TDAH, mais ça ralentit le développement du lobe frontal, ça ralentit l'inhibition, donc ça va ralentir l'autonomie aussi du jeune. Donc, même si ça répond bien aux besoins des élèves du TDAH, c'est quand même pas la solution de les laisser jouer tout le temps parce qu'ils ont des choses à développer aussi autres. Donc, ça, faut faire attention. Le TDAH peut nuire un peu à vos tentatives. Même chose pour un enfant qui a un trouble, le TSA, c'est le trouble du spectre autistique. Donc, les jeux vidéo répondent aussi très bien aux besoins des enfants avec un trouble autistique. Donc, c'est des choses qui est à voir. Ça aide aussi pour les gens qui ont de l'anxiété et des dépressions, mais on l'a vu là, dans les risques, il faut faire attention parce que ça ne règle pas les problèmes, ça ne soigne pas. C'est vraiment une solution temporaire pour se soulager. Et si votre enfant vit avec une de ces conditions-là, ben, c'est important de bien le suivre puis de bien doser le temps que vous proposez pour les jeux puis de bien encadrer l'utilisation des jeux. On a dépassé. Sachez que l'enregistrement se poursuit quand même. Donc, si vous voulez l'écouter plus tard, ça va être disponible. Ça va vous être envoyé par les écoles. On va quand même poursuivre avec les gens qui veulent rester. On en a, à mon avis, pour encore une quinzaine de minutes. Oui, maximum, je pense. Donc, quelques suggestions pour accompagner votre jeune à avoir un bon équilibre. Donc là, on parle vraiment d'un bon équilibre de vie. Donc, avant tout, le plus important, c'est la relation avec votre jeune. À partir du moment où on est en confrontation avec, puis qu'on lui enlève l'écran, qu'on lui enlève les jeux vidéo, parce que c'est sa passion. S'il aime ça, puis que c'est sa passion, il va vouloir le refaire. Je ne sais pas pour vous, mais c'est humain, il va vouloir récupérer ça d'une autre manière. Donc, ce qu'on lui apprend quand on lui enlève, ben, c'est à mieux nous le cacher, puis à mieux mentir. Il va apprendre à déjouer nos plans, à déjouer nos restrictions, puis en tout cas à nous mentir plus facilement, plus efficacement pour pouvoir y rejouer. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on alimente la dépendance au final, parce que ça devient obsessif, le fait de ne pas avoir. Donc le but vraiment, c'est d'être avec lui, de l'accompagner, d'être en relation avec le jeune, puis pas en confrontation. Donc ça va être le défi pour après. Prochaine diapo. Il importe donc de s'intéresser à sa passion, d'être curieux de ce qui se passe pour lui. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il aime dans Fortnite, par exemple? Si c'est un joueur de Fortnite, qu'est-ce qu'il aime dans Fortnite? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Imaginons qu'il joue dans le salon. Lui demander qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? C'est parfois de s'intéresser à comment ça fonctionne, peut-être même essayer de jouer avec lui. Je fais partie sur Facebook d'un groupe de soutien au niveau informatique pour les jeunes parents.
pour voir simplement pour des personnes qui valident si, par exemple, Snapchat, c'est sécuritaire pour mon jeune de 8 ans. Non. Oui. Mais c'est des choses comme ça. Puis, il y a l'histoire d'une dame, une maman, qui disait qu'elle avait 4 enfants, dont elle avait 4 ados, un plus jeune. Puis, tous passionnés de jeux vidéo. Elle n'avait jamais joué de sa vie, mais parce qu'elle voulait connecter avec ses enfants, elle a décidé de s'essayer. Puis finalement, elle a joué. Elle n'était pas bonne, mais ses enfants lui ont montré. Et là, c'est rendu qu'il y a juste son plus jeune ado qui est encore chez elle, 3 qui sont à l'extérieur. Puis ils refont une fois par semaine des jeux en ligne, toute la famille. Donc, ils ont comme créé une activité familiale autour du jeu vidéo, autour de la passion de ces jeunes. Puis, au final, elle aime ça juste passer du temps avec eux. Donc, elle s'est vraiment intéressée, pour vrai, à leur jeu. Puis, elle a vraiment essayé. Donc, c'est quelque chose qui est gagnant. Puis ça, on parle pour les jeux vidéo, mais c'est pour toutes les passions que vos jeunes ont. À partir du moment où on s'intéresse vraiment à leur passion, c'est vraiment gagnant au niveau de la relation. Ouais, de la même façon où on demande à un jeune, après son hockey, si ça a bien été, après son sport, son soccer, comment ça a été ta pratique, ou comment ça a été ta partie. C'est le même genre de choses qu'on peut demander lorsqu'il y a eu des jeux. À quel jeu tu as joué? As-tu fait des rencontres avec qui t'as parlé? T'as-tu parlé en français? T'as-tu parlé en anglais? Toutes des choses là, des genres de questions qu'on peut poser pour s'intéresser à sa passion. Donc, en fait le gros défi, c'est le défi de créer un équilibre de vie. C'est le but d'amener aux jeunes une juste place dans les jeux vidéo, une juste place de l'importance que ça a dans sa vie versus tout le reste qui est important, comme la famille, les amis, le sport, l'école, ça peut être le travail pour les plus vieux, c'est la vie amoureuse, les autres loisirs, puis de simplement, le mettre acteur de sa vie. Parce que souvent, les ados, un des gros défis que les ados, c'est qu'ils veulent avoir du pouvoir sur leur vie, mais ils sont encore à la maison, puis c'est les parents qui décident, puis là, il y a comme une confrontation de pouvoir, je veux prendre mes propres décisions, puis, mais je peux pas les prendre, tu me considères encore comme un bébé, etc. Donc, le simple fait de faire le travail avec eux, OK, imaginons que ta vie, c'est un sort de fromage, là. Tu vois, toujours 10%, le 10% d'importance, c'est tes amis. OK, donc il faut que tu mettes tant de temps pour tes amis. Puis dans ta semaine, il faut que tu aies du temps pour ton sport, il faut que tu aies du temps pour tes autres loisirs, etc. Donc, donc le défi, c'est d'avoir un équilibre de vie qui contient toutes les sphères. Puis donc, il faudrait qu'il choisisse de voir avec lui directement c'est quoi un temps adéquat pour les jeux vidéo. Est-ce que c'est parce qu'il veut être professionnel? Est-ce que c'est du e-sport? Est-ce que c'est juste un passe-temps? Si c'est un passe-temps, je ne vais pas passer toutes mes soirées dessus. Si c'est du e-sport, je ne peux pas non plus faire ça, parce que j'ai d'autres responsabilités. Donc, c'est vraiment tantôt, Marc-André parlait de responsabilisation, on est vraiment là-dedans, mais vraiment lui donner le pouvoir, puis l'accompagner là-dedans pour qu'il choisisse son propre temps là-dessus. Puis enfin, suggestion pour une utilisation saine des écrans en général. Donc, encore une fois, Marc-André, on a parlé un peu tantôt, mais chronométrer le temps passé sur les médias. C'est facile même nous, hein, en tant qu'adultes, on est sur nos téléphones, puis d'un coup, on regarde des choses sur Facebook, puis d'un coup, mon Dieu, ça fait déjà 30 minutes que je suis dessus, j'ai pas eu le temps passer. Ou on procrastine, etc. Donc, le fait de chronométrer, ça permet de réaliser le temps qu'on passe, et donc peut-être de se ralentir. Installer l'ordinateur dans un endroit passant. Pour les jeux vidéo, ça évite, par exemple, le fameux une dernière partie. Parce qu'on va passer à côté de lui, puis on dit hey, tu n'avais pas dit que c'était ta dernière, comment ça tu recommences une? C'est simplement pour comme la surveillance indirecte de comment ça se passe. Donc ça aide en général
basé sur les études, drastiquement le temps sur les écrans. Donc, identifier les activités alternatives à l'utilisation des écrans, ça vient avec l'équilibre de vie. C'est simplement les fameuses dopamines ou les fameux moments qui font du bien. Y a-t-il autre chose que tu peux faire que l'écran? Qu'est-ce qui peut répondre à ça? S'il y a juste ça, il y a peut-être un travail à faire pour qu'ils découvrent de nouvelles activités, que ce soit du sport, que ce soit d'aller marcher. Souvent ce qui a été démontré, c'est que l'ennui, le fait de ne rien faire, ça développe énormément la créativité au niveau du cerveau. C'est-à-dire que même nous, là, on s'ennuie, puis un de nos réflexes, c'est de prendre notre téléphone. De prendre notre téléphone, puis de regarder qu'est-ce qui se passe dans les réseaux sociaux ou quoi que ce soit qui nous intéresse, un de nos intérêts, puis de regarder dessus. Ou prendre notre tablette, allumer la télé. C'est le fait de remplir à chaque fois tous ces temps-là d'ennui, ben, ça nous empêche d'être créatifs puis d'en apprendre plus sur nous, puis de voir comment nous, ça se passe. Au niveau société, on vit dans un monde un monde continu de stimuli, dans le sens où on n'est jamais tout seul avec nous-mêmes, beaucoup moins qu'avant parce qu'on a des écrans partout, puis une facilité de connexion avec le monde très facile. Donc, le défi, c'est d'être capable de s'ennuyer, tout simplement, et pour trouver des activités alternatives. Donc, instaurer des périodes de temps limitées pour l'utilisation des écrans, ça se fait beaucoup. Par exemple, tu as 1 heure de temps d'Internet sur ton téléphone ou bien sur ton ordinateur, ça se fait énormément. Planifie des activités avec ta famille ou tes amis ou des activités sportives après l'école. Pour les jeunes qui sont au secondaire, il y a beaucoup de parascolaires, puis de plus en plus au primaire, il y en a aussi des sports, etc. Encouragez vos jeunes. Moi-même, quand j'étais jeune, j'ai aussi eu une problématique un peu plus de cyberdépendance, ce qui m'a beaucoup aidé à ressortir de cette dépendance-là, on va dire, c'était de me mettre des activités partout. J'avais tellement de choses prévues à mes journées que je ne pouvais pas aller jouer puis ne rien faire chez nous. Parce que si je n'ai rien à faire, quand je m'ennuie, ben, je vais jouer. Donc, c'est le fait d'aller à mes cours, d'aller à mes activités physiques. Je mettais plein de sports, je mettais plein de rencontres avec des amis, etc. Ça m'a permis vraiment de ressortir puis d'avoir une vie équilibrée. Ensuite, choisir le bon moment pour jouer. Puis ça, c'est au niveau de la responsabilisation encore. Si j'ai un gros examen le vendredi ou bien que j'ai une compétition même sportive le samedi, c'est peut-être pas le moment le vendredi soir ou à la veille d'un examen de me faire une grosse soirée de jeux vidéo, tout simplement. C'est peut-être, je peux prévoir peut-être, c'est correct d'avoir parfois des grosses soirées de jeux vidéo avec des amis, etc. Mais il ne faut pas que ça vienne le lendemain matin trop tôt, il faut que j'aille travailler, tout simplement. Demander à quelqu'un de mettre un mot de passe afin de limiter l'accès à l'ordinateur. Puis enfin, fermer les écrans lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ça j'en ai parlé tantôt. Et tu sais, la plupart de ces éléments-là vont demander de créer l'autonomie du jeune. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'ils soient capables de le faire. Puis tu sais, il faut se rappeler les étapes pour aller vers l'autonomie, parce que l'autonomie, c'est je le fais seul. Mais ça commence toujours par je le fais et tu me regardes. Donc, je vais le faire pour toi, je vais le faire avec toi, choisir le bon moment, savoir c'est quand que je dois m'arrêter, c'est quoi les activités que je peux faire quand je m'ennuie. Ensuite, donc ça, c'est la première étape, je le fais et tu me regardes. Ensuite, je le fais avec toi. Donc, viens avec moi, on va s'asseoir, on va décider. C'est pas mal tous les éléments là-dedans qui peuvent se développer pour aller vers le stade de l'autonomie d'en faire ça. Là. Donc, la deuxième étape, c'est je le fais avec toi. La troisième étape, c'est tu le fais et je te regarde. Fait que là, tu planifies tes choses, tu organises ton horaire, tout ça, et je te regarde faire. Puis la dernière étape, ben là, tu le fais tout seul. Donc là, tu es capable de planifier ton horaire, de dire c'est là le temps, c'est là que je vais faire ci, c'est là que je vais faire ça, ou c'est comme ça que je vais faire, mon activité sportive est là et tout ça. Donc, les étapes de l'autonomie, c'est quand même important de le savoir. Donc, je le fais, tu me regardes, je le fais avec toi,
tu le fais, je te regarde, et ensuite, tu le fais tout seul. Puis je voulais rajouter aussi quelque chose où il faut beaucoup faire de la modélisation aussi là-dedans. Parce que c'est sûr que si je montre à mon jeune que, puis ça je le vois avec mes jeunes enfants, là, parfois on prend un peu trop le téléphone, puis d'un coup, t'as ma petite fille d'un an et demi qui va prendre mon téléphone, qui va me l'amener. Je dis, ok, peut-être que je l'ai un peu trop mon téléphone ces temps-ci sur moi. Ou bien j'ai beaucoup travaillé en télétravail ces temps-ci avec mon ordinateur sur la table parce que je recevais les enfants en même temps. Mon fils prenait un livre, puis s'amusait genre à l'ouvrir devant lui, prenait quelque chose, puis il faisait comme s'il travaillait. Les enfants vont reproduire les comportements que nous avons. Donc, si on arrive à montrer qu'on est capable de bien gérer, puis d'avoir un bon équilibre de vie, puis de bien nous-mêmes gérer nos écrans de base parce qu'on est leur modèle, on va les aider à le faire également. C'est une question de choc de valeur un petit peu aussi. Là. Puis j'ai fait le test avec mes enfants, puis j'ai aimé la conversation que j'ai eue parce que des fois, je les appelais pour le souper, puis ils n'y arrivaient pas. Puis on commençait à manger, puis là, eux finissaient par arriver au repas. Puis ça, c'est extrêmement fâchant et extrêmement frustrant. Mais, tu sais, là, je leur ai demandé, j'ai dit, est-ce que vous me voyez régulièrement manquer des repas? Quand est-ce que je ne suis pas là pour le souper puis que vous êtes là? Et on dit, quand tu es à tes sports. OK. Donc, vous savez que moi, le mardi et le jeudi, je prépare à souper. J'allais préparer le souper, mais je pars et je ne mange pas en même temps que vous. Moi, je mange après mon sport. Fait que vous voyez que les repas en famille sont importants pour moi, mais mon sport, les mardis et les jeudis, prend comme le dessus parce que je décide de prioriser le sport. Fait que là, est-ce que tu me vois jouer à des jeux vidéo pendant que vous mangez? Non, ça n'arrive jamais. OK, fait que tu peux classer jeux vidéo en dessous de manger en famille. Fait que pour moi, manger en famille, c'est plus important que jouer à mes jeux vidéo. Okay? Fait que là, je leur ai montré un petit peu comme ça, puis je leur ai posé des questions. Est-ce que vous me voyez faire ci avant ça, ci avant ça? Fait que là, on a comme classé un petit peu mes priorités. Puis là, après ça, je l'ai fait avec eux. Puis là, j'ai dit là, ce que tu me montres, c'est que toi, quand je t'appelle, tu sais, on mange presque toujours à 6 heures. Des fois à 6h10. Puis au pire, je les avertis là, selon l'horaire, s'il y a un changement, mais on peut se dire à 6 heures, on mange. Okay? Fait à 6 heures ou avant, tu peux te présenter à la table. Okay? Donc, il est 6 heures, tu arrives à la table. Avant 6 heures, tu peux arriver, tu aideras à monter la table ou à finir de préparer du souper, pas de problème. Ton jeu, c'est fini, tu es mort à Fortnite plus vite que tu pensais, tant mieux, ça te donne du temps de famille. Viens-t'en. Okay? Donc, j'ai posé ces questions-là, puis là, tu sais, là, j'ai dit ce que tu montres, c'est que les jeux vidéo sont plus importants que le temps passé en famille, le repas en famille, qui est quelque chose de très important qu'on a toujours véhiculé ici. Donc, on a refait un petit peu d'ordre là-dedans, puis là, ça arrive un peu moins. Des fois, il faut faire des rappels, mais ça arrive un peu moins. Fait que cette discussion-là est assez importante, là, de regarder qu'est-ce qui est important pour toi, puis quelles sont les actions qui montrent que c'est important pour toi. Fait qu'avec les actions, des fois, on est capable de montrer qu'est-ce qui est prioritaire par rapport à l'autre, puis il est toujours possible de faire des changements à ça. OK, Gauthier, je te laisse finir avec cette page-là. Oui, donc quelques ressources pour nous, pour les écoles, pour vous, puis pour nos jeunes. Donc, il y a le Gamer Mentor, qui est une ressource au Québec qui accompagne les écoles, les jeunes, puis les parents à une saine utilisation des jeux vidéo. Ils font des conférences, ils font du coaching. Donc, ça peut être, si vous êtes curieux, je vous invite à aller voir leur site internet. Il y a quand même pas mal de ressources intéressantes. Ils devraient notamment faire des conférences l'année prochaine directement dans les écoles à Bécomo. Ça a failli arriver cette année, mais ça va plus se faire. Il y a Pose ton écran, qui a aussi une ressource, plus pour les jeunes cette fois-ci. Très intéressante. Encore une fois, c'est pour le fait d'essayer de ralentir notre consommation, on va dire, d'écran. Mais c'est beaucoup sur les écrans en général. Ce n'est pas spécifiquement pour le jeu vidéo, alors que Game Mentor, c'est vraiment plus pour le jeu vidéo. Pour ton écran, c'est vraiment plus général, autant réseaux sociaux, télévision, tout ce qui est écran. Je trouve ça bizarre qu'on ne voit pas les photos. J'avais pourtant des images du site web, puis là, ils n'apparaissent pas.
Ensuite, il y a Dr. K, Healthy Gamers. Ça, c'est pour les personnes qui sont à l'aise avec l'anglais. C'est un psychiatre pardon, spécialisé dans l'accompagnement des jeunes, des joueurs, des jeunes joueurs, mais c'est des joueurs de jeux vidéo en général. Il a une chaîne YouTube, une chaîne Twitch. Il y a beaucoup de vidéos qui sont extrêmement intéressantes. Il y a un livre qui s'appelle How to Raise a Healthy Gamer que Marc-André a lu. Je vous invite à aller voir ces vidéos si vous êtes à l'aise avec l'anglais parce qu'il arrive à communiquer, à expliquer les phénomènes d'une manière extrêmement très simple. Parfois des comportements qui sont compliqués, mais il arrive à la vulgariser d'une manière très, très efficace puis très claire. Donc, je vous invite à vraiment aller voir quelques vidéos. C'est pas juste sur les jeux vidéo, il y a beaucoup de... c'est pas mal sur la vie en général, puis surtout sur le bonheur. Donc, je ne sais pas si Marc-André, tu veux rajouter quelque chose sur le livre? Au niveau du livre, je l'ai bien aimé, mais j'ai trouvé qu'il était beaucoup dans l'optique que l'enfant a vraiment un grave problème de jeu. C'est pas tant pour je m'inquiète un petit peu de l'utilisation de mes enfants, mais j'aimerais avoir des solutions. Il va vraiment loin là, jusqu'à quasiment la thérapie, là, dans le sens où il explique comment rétablir la communication avec le jeune si c'est un combat quotidien, de pouvoir parler avec. Il explique là, vraiment des côtés, des recoins sombres là, du cerveau pour comprendre l'addiction, puis la dépendance au jeu, puis comment réussir à réveiller l'enfant de tout ça. Ça dépend jusqu'où est votre problème, mais c'est sûr que si vous ressentez que votre enfant a un grave problème, ça pourrait être un livre intéressant. Puis enfin, il y a certaines personnes dans les écoles, il y a des intervenants qui sont capables d'accompagner les jeunes. Donc moi, je l'avais dit, moi je suis AFSEC, mais j'ai aussi un volet intervention en prévention des dépendances. Puis j'essaye de me spécialiser plus justement dans les écrans, etc. Puis il y a aussi ma collègue Sarah James qui est intervenante en toxicomanie dans les 2 polyvalentes à Baie-Comeau. Pour ce qui est des écoles Bergeron, Forestville ou au primaire, je ne sais pas exactement. Mais de plus en plus, c'est une réalité, c'est devenu une dépendance officielle, la cyberdépendance. Donc, c'est sûr qu'il y aura des ressources de plus en plus grandes pour accompagner les jeunes dans les écoles. Donc, si jamais vous voulez avoir toutes les informations qu'on a lues, quand on va vous rendre la présentation disponible, vous pourrez cliquer sur les livres, puis ça va vous montrer toutes les conférences, les livres, les articles, les sites web qu'on a consultés là, pour aller chercher toutes les informations qu'on vous a présentées aujourd'hui. Je sais qu'il est déjà tard, mais on est quand même encore là avec quelques personnes. Donc, si vous avez des questions à poser, vous pouvez, à partir de maintenant, les poser. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'enregistrement. Donc, si jamais ça vous rend plus à l'aise, donc on arrête l'enregistrement maintenant, puis vous pourrez poser vos questions.